Il y a 300 millions d'années, notre planète avait un aspect tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. Imaginez un monde où des fougères géantes, atteignant la hauteur d'un immeuble de 10 étages, couvrirent le paysage, et où des myriapodes de la taille d'une batte de baseball rampaient dans les marécages. Oui, c'est à cette époque, durant les périodes du Carbonifère et du Permien, que la Terre était un véritable royaume de géants. Un climat humide et chaud favorisait l'apparition de vastes zones marécageuses où des amphibiens de la taille d'un crocodile se déplaçaient, et où des insectes volants avaient une envergure de plus d'1 mètre. Ces conditions créaient un environnement idéal pour des êtres étranges qui ne pourraient pas survivre dans le monde moderne. Par exemple, à cette époque, des araignées géantes de la taille d'un chien chassaient leurs proies avec une efficacité stupéfiante. Mais ce n'est pas tout. Des myriapodes de plus d'1 mètre de long rampaient dans les forêts et les marécages, et leur corps à multiples segments leur permettait de se déplacer rapidement dans des terrains difficiles. Comment survivaient-ils? Le secret résidait dans une concentration élevée d'oxygène, 35% contre les 21% actuels, ce qui leur permettait de atteindre des tailles incroyables. Imaginez maintenant que sur cette même planète existaient d'autres organismes fascinants. Par exemple, des arbres anciens, qui n'étaient pas semblables aux arbres modernes, mais ressemblaient plutôt à de gigantesques fougères, avec des troncs épais et de grandes feuilles qui pouvaient assombrir des champs entiers. Ces arbres atteignaient une hauteur de 100 mètres et jouaient un rôle clé dans l'écosystème, créant des conditions idéales pour la vie de nombreux êtres. Mais ce n'est pas le plus étrange. À cette époque, la Terre vit apparaître les premiers reptiles, précurseurs des dinosaures, qui commencèrent à coloniser de nouveaux écosystèmes. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces premiers reptiles pouvaient être de la taille d'un petit homme et étaient les ancêtres des géants qui domineraient bientôt la planète. De plus, à cette époque, des changements géologiques majeurs se produisaient. Les continents se déplaçaient, des chaînes de montagnes se formaient, rendant la vie encore plus difficile pour les êtres qui habitaient cet écosystème. Chaque modification du paysage ouvrait de nouvelles possibilités pour le développement de la vie, créant des situations où certaines espèces survivaient tandis que d'autres disparaissaient. Au fil des millions d'années, la planète se préparait à l'arrivée des dinosaures. Mais avant cela, elle devait passer par des transformations incroyables. Et savez-vous ce qui est encore plus fou? Des recherches scientifiques montrent que c'est à cette époque que se sont formées les conditions pour les futures massives extinctions qui modifieront à jamais le visage de notre planète. La Terre, au début de cette période, était un monde tropical extraordinaire, recouvert de verts tapis de feuilles et de mousse, où la température oscillait entre 30 degrés Celsius et où l'humidité atteignait 90%. Imaginez un monde où il n'y avait pas de saison. Un éternel été où la pluie et le soleil alternaient, créant des conditions idéales pour la vie. Des forêts de fougères géantes et d'arbres résineux s'étendaient sur des milliers de kilomètres, atteignant 30 mètres de hauteur, avec des troncs si épais qu'ils pouvaient abriter plusieurs personnes. Dans ces conditions, des écosystèmes extraordinaires se développaient, allant de petits lézards à de gros insectes, certains atteignant la taille d'un pigeon et d'autres même 30 cm de long. Et maintenant, le plus incroyable, dans ces forêts tropicales vivaient des amphibiens anciens qui pouvaient se déplacer à la fois sur terre et dans l'eau, leurs membres rappelant des nageoires et atteignant 1 mètre de long. Et bien sûr, il y avait des marécages remplis de verdure et de grandes plantes aquatiques où de gros insectes devenaient une proie facile pour les prédateurs. Ces écosystèmes marécageux étaient de véritables incubateurs pour la vie, où chaque goutte d'eau jouait un rôle crucial dans la survie de nombreux organismes. Et ce qui est encore plus choquant, tout cet équilibre écologique était maintenu grâce à un niveau élevé de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui dépassait le niveau actuel de 2 fois, créant un effet de serre qui favorisait la croissance rapide de la végétation. Une muraille de mousse et de lichen couvrait les troncs des arbres, tandis que dans la sous-bois se cachaient divers petits êtres qui jouaient leur rôle dans la chaîne alimentaire complexe. À cette époque, la Terre ne comptait pas de grands mammifères, et tout l'écosystème était orienté vers la prospérité des reptiles et des amphibiens, qui dominaient ces tropiques. Des millions d'années d'évolution ont conduit à l'apparition d'êtres capables de s'adapter à ces conditions, certains atteignant des tailles que nous pouvons à peine imaginer. Tout au long de cette période, la vie a continué à se développer, s'adaptant à des conditions en constante évolution et créant un monde incroyablement diversifié et plein de mystères.
Le niveau d'oxygène dans l'atmosphère atteignait 35% grâce à un processus que nous appelons aujourd'hui la photosynthèse. Les plantes, en absorbant le dioxyde de carbone et en libérant de l'oxygène, ont créé des conditions idéales pour le développement de la vie. Ces forêts tropicales, remplies de géants comme l'Archéoptéris, dépassant les 30 mètres de hauteur, étaient de véritables usines à produire de l'oxygène. Grâce à de vastes marécages et étangs où s'accumulaient des matières organiques, des conditions étaient créées pour la formation de couches de charbon, ce qui, à son tour, contribuait à l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère. C'était une époque où la vie sur Terre était riche en diversité, et il semblait que chaque nouvelle génération d'êtres vivants devenait de plus en plus parfaite. Les libellules, avec une envergure de 75 cm, pouvaient non seulement attraper leur proie, mais aussi planer dans les airs comme les oiseaux modernes, grâce à une haute concentration d'oxygène qui alimentait leur système respiratoire en quantité suffisante d'air. Sur Terre, les myriapodes géants de la longueur d'une batte de baseball se déplaçaient facilement dans la forêt, et leur corps massif était le résultat d'un parfait équilibre entre l'oxygène et des conditions climatiques favorables. Mais le plus impressionnant, à l'apogée de cette explosion d'oxygène, il existait même des amphibiens de la taille d'un crocodile qui chassaient leurs congénères plus petits. L'augmentation de l'oxygène ne favorisait pas seulement la croissance des organismes, mais créait également des conditions pour l'apparition de nouvelles formes de vie. Par exemple, certaines plantes ont développé une écorce dure et des épines acérées pour se protéger des herbivores, tandis que d'autres se sont adaptées en devenant encore plus toxiques. Cet écosystème était en constante évolution, et chaque nouvelle génération d'animaux et de plantes tentait de trouver sa place dans ce réseau complexe. Alors que l'oxygène était 2 fois plus concentré qu'aujourd'hui, cela signifiait que la vie était non seulement diversifiée, mais aussi extrêmement dynamique, et chaque être dans ce monde luttait pour survivre et dominer. Mais que devint cet riche écosystème lorsque le niveau d'oxygène commença à diminuer ? Les géants des fougères, connus sous le nom de lepidodendrons, dominaient les forêts de cette époque, atteignant des hauteurs de 30 à 40 mètres avec un diamètre de tronc pouvant atteindre 2 mètres. Imaginez ces colossaux végétaux transperçant le ciel, créant une sorte de mur vert où la lumière peine à percer à travers la végétation. Leur écorce dure les protégeait des parasites et des conditions environnementales défavorables. Ce mécanisme de protection élémentaire était vital, car dans ces forêts denses vivaient non seulement des herbivores, mais aussi des amphibiens carnivores chassant tout ce qui bougeait. Les lepidodendrons possédaient une capacité exceptionnelle à la photosynthèse grâce à leur grande surface foliaire, leur permettant d'absorber une grande quantité de lumière solaire. Les scientifiques ont calculé que ces plantes pouvaient produire 2 fois plus d'oxygène que les arbres modernes, confirmant ainsi leur rôle crucial dans l'écosystème. Mais ce ne sont pas seulement des arbres. Leurs racines s'enfonçaient jusqu'à 4 mètres de profondeur, créant un réseau puissant qui aidait à retenir l'humidité dans le sol. Grâce à cette adaptation, ils pouvaient survivre dans des conditions où d'autres plantes échouaient. Ces géants végétaux ne fournissaient pas seulement de l'oxygène à leur environnement, mais servaient également de refuge à de nombreux êtres, y compris des insectes et de petits animaux qui trouvaient protection dans leurs épaisses frondaisons. Et ce n'est pas tout. Les lepidodendrons se reproduisaient par des spores, dont la taille, comme le montrent les découvertes, était comparable à celle d'une balle de tennis, les rendant uniques parmi les autres plantes. Cette forme de reproduction leur permettait de coloniser rapidement de nouveaux territoires, comblant les vides laissés par l'extinction d'autres espèces. Avec le temps, lorsque le niveau d'oxygène a commencé à baisser, ces géants ont perdu leur position dominante, cédant la place à des espèces plus petites et mieux adaptées aux nouveaux environnements. Mais saviez-vous ce qui est le plus fou ? Certains de ces arbres pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans, faisant d'eux des témoins des changements survenus sur Terre. Les troncs des lepidodendrons étaient de véritables géants de leur époque, atteignant une hauteur de 30 mètres et une épaisseur d'1 mètre. Imaginez, leur surface était recouverte de stries caractéristiques en forme de losange formées par les feuilles tombées. Ces stries, rappelant les cicatrices de taille, ne servaient pas seulement d'ornement, mais aussi d'indicateurs de la santé de l'arbre. Plus il y avait de stries, plus l'arbre perdait de feuilles, ce qui indiquait son âge et son cycle de vie. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que ces stries pouvaient conserver leur structure pendant des siècles, conservant des informations sur les conditions climatiques au moment où les feuilles tombaient.
Pendant les saisons pluvieuses, lorsque l'humidité atteignait 90%, les feuilles créaient des conditions idéales pour la formation de ces stries. Il est important de noter que les troncs des lepidodendrons n'avaient pas une écorce bien définie comme les arbres modernes, mais leur surface était dure et texturée, ce qui leur permettait de résister efficacement aux vents violents. Comment pouvaient-ils survivre dans de telles conditions? Grâce à leur anatomie unique, à l'intérieur se trouvaient des vaisseaux qui pouvaient transporter l'eau à de grandes hauteurs, assurant ainsi une humidité vitale même pendant les mois les plus secs. Mais ce n'est pas tout. Les troncs des lepidodendrons avaient la capacité de régénérer, ce qui leur permettait de réparer les parties endommagées. Imaginez comment ils pouvaient se régénérer après des ouragans ou d'autres catastrophes, retrouvant leur forme majestueuse. Et maintenant, imaginez qu'il pouvait y avoir des millions d'organismes microscopiques vivant dans ces stries et fissures. Ces fougères anciennes étaient devenues un refuge pour de nombreux êtres, y compris des insectes et de petits animaux, qui trouvaient protection dans leurs frondaisons denses. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Certains de ces arbres pouvaient vivre jusqu'à 1000 ans, conservant leurs stries comme souvenir de l'époque où ils dominèrent les forêts, remplies de vie. Imaginez des forêts où des fougères géantes de calamites atteignent jusqu'à 20 mètres de hauteur, comme du bambou, et dominent tout leur environnement. Ces plantes n'étaient pas seulement très hautes, elles possédaient une structure unique de tiges composée de segments rigides qui soutenaient leur masse, leur permettant d'atteindre de telles dimensions astronomiques. Mais ce qui les rendait si puissantes? La réponse réside dans un climat particulier de l'époque. Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était 2 fois plus élevé que celui d'aujourd'hui, fournissant aux plantes une abondance de nutriments nécessaires à leur croissance. Mais ce n'est pas tout. Les calamites possédaient un système de photosynthèse extrêmement efficace, leur permettant d'absorber la lumière solaire même dans des conditions de végétation dense où la lumière à peine perçait à travers les feuilles. Savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? Ces plantes pouvaient se reproduire non seulement par des graines, mais aussi par voie végétative, favorisant ainsi leur propagation massive. En conséquence, les calamites formaient des forêts entières où leur hauteur pouvait atteindre celle d'un immeuble de 16 étages. Imaginez maintenant, au milieu de ces géants, des petits êtres rampants qui trouvaient refuge dans leurs frondaisons denses. Il est intéressant de noter que dans de telles conditions, même des insectes de grande taille, de la taille d'un poing, pouvaient survivre, chassant de petits animaux qui cherchaient à se protéger des prédateurs. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces fougères laissaient derrière elles des racines puissantes qui formaient des écosystèmes entiers, maintenant le sol et empêchant l'érosion. Leur influence sur l'environnement était colossale, car elles contribuaient à la formation du charbon, qui devint ensuite la principale source d'énergie pour l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Leurs tiges contenaient des substances spéciales qui les protégèrent des parasites, faisant d'elles un refuge pour de nombreux micro-organismes et créant ainsi un écosystème unique. Ces géants ne se contentaient pas de survivre, ils prospéraient et leurs mystères attendent encore d'être découverts. Les fougères arborescentes Psaronius, avec leurs racines tortueuses, étaient de véritables géants de leur époque. Imaginez des plantes atteignant 20 mètres de hauteur, avec des feuilles pouvant atteindre 10 mètres d'envergure. Ces grandes feuilles pennées ne se contentaient pas d'embellir les forêts, elles jouaient un rôle crucial dans l'écosystème. Leur système racinaire était incroyablement complexe et étendu, s'enfonçant dans le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur. Cela leur permettait de retenir l'eau et les nutriments, ce qui était vital dans des conditions où le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était 2 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus fascinant, les racines des Psaronius formaient des réseaux, reliant les plantes entre elles et créant un espace vivant unifié. Cela leur permettait de partager des ressources telles que l'eau et les minéraux, augmentant ainsi leurs chances de survie. De plus, leurs racines ne soutenaient pas seulement la vie des fougères, mais offraient également un habitat à de nombreux micro-organismes et champignons qui interagissaient avec le système racinaire. Autour de ces plantes, un véritable écosystème se formait où chaque être jouait son rôle. Il est intéressant de noter que les Psaronius pouvaient se reproduire non seulement par des graines, mais aussi par voie végétative, ce qui les rendait encore plus résistants aux changements de l'environnement. Chaque nouveau plant pouvait pousser à partir des racines d'un plant adulte, assurant ainsi la continuation de l'espèce dans des conditions où d'autres espèces disparaissaient. Et ce n'est pas tout.
De nombreux chercheurs estiment que ces fougères ont contribué à la formation des sols capables de soutenir la vie d'autres plantes. Grâce à leur capacité à la photosynthèse, les Psaronius produisaient une quantité énorme d'oxygène, favorisant ainsi le développement d'autres formes de vie. Et ce qui est le plus incroyable, leurs restes, après des millions d'années, ont formé la base des gisements de charbon, qui restent une source d'énergie importante pour l'humanité. Ces géants du passé ont laissé des traces non seulement dans l'histoire géologique, mais aussi des écosystèmes entiers qui influencent encore la nature contemporaine. Les cordettes, ancêtres des conifères actuels, ont commencé à dominer les forêts qui couvraient la planète. Ces arbres pouvaient atteindre une hauteur de 30 mètres, et leur couronne pouvait s'étendre sur plus de 20 mètres. Imaginez une forêt où les arbres poussent si densément que la lumière peine à passer à travers les feuilles. Sous leur ombre naissaient les premiers mammifères. Mais ce n'est pas le plus extraordinaire. Les cordettes possédaient des graines uniques qui se développaient dans des cônes, et non dans des fruits comme la plupart des plantes modernes. Ces cônes pouvaient contenir jusqu'à 100 graines, qui, grâce à leurs enveloppes rigides, pouvaient survivre à des conditions défavorables et se propager sur de longues distances. Il est important de noter que les cordettes ont été à l'origine de la formation des écosystèmes où coexistaient non seulement des plantes, mais aussi une grande variété d'animaux. Leur feuillage aiguisé, en conservant l'humidité, créait des conditions idéales pour la vie de divers insectes, tels que des scarabées et des papillons anciens, qui pouvaient survivre dans des climats chauds. Ces arbres étaient également témoins de l'apparition des premiers mammifères. De nombreux individus cherchaient refuge à l'ombre des cordettes, explorant de nouveaux horizons. Savez-vous que les cordettes pouvaient exister dans des climats très variés, des tropiques aux zones tempérées? Cela leur permettait de survivre même lorsque d'autres plantes disparaissaient. Et maintenant, le plus extraordinaire, certaines espèces de cordettes pouvaient exister sur Terre il y a plus de 100 millions d'années, ce qui en fait l'un des arbres les plus longs vivants de l'histoire. Imaginez que ces arbres ont vu l'apparition des dinosaures et leur extinction. Leur secret résidait dans leur capacité à s'adapter aux conditions environnementales en constante évolution. À mesure que le climat et les écosystèmes changeaient, les cordettes continuaient à évoluer, donnant naissance à de nombreuses nouvelles espèces. Par exemple, leur bois était si solide qu'il était utilisé pour la construction des premiers bateaux et bâtiments. Ce n'était pas seulement du bois, mais une véritable trouvaille pour les premiers humains à la recherche de matériaux pour leur survie. Et ce n'est pas tout. Les cordettes ont formé la base des gisements de charbon que nous utilisons encore aujourd'hui. Leurs restes, ayant survécu des millions d'années, nous fournissent de l'énergie et de la chaleur, et sont également un élément important de notre économie. Les recherches scientifiques montrent que les cordettes ont contribué au cycle du carbone, aidant à réguler le niveau de carbone dans l'atmosphère. Ces arbres ne créaient pas seulement des conditions de vie pour d'autres êtres, mais influençaient activement le climat de leur époque. Grâce aux cordettes, des forêts véritables ont émergé sur Terre, devenant le foyer de milliards d'espèces. Et ce qui est encore plus stupéfiant, certaines de ces forêts pouvaient occuper des surfaces équivalentes à celles de pays modernes, ce qui prouve leur influence colossale sur l'écosystème de la planète. Sur fond d'une quantité colossale d'oxygène atteignant 35%, les plantes géantes pouvaient croître jusqu'à des dimensions incroyables. Cela rappelait l'utilisation d'un masque à oxygène, chaque inspiration remplissant les poumons d'une substance extraordinaire. Par exemple, certaines espèces d'arbres, comme l'Archéoptéris, pouvaient atteindre une hauteur de 30 mètres, comparable à un bâtiment de 10 étages. Mais ce n'est pas seulement la hauteur. Leur tronc pouvait atteindre un diamètre d'1 mètre, comme chez les chênes modernes. Tout cela était possible grâce à une atmosphère unique où la concurrence avec les parasites était virtuellement nulle. Imaginez un monde où les insectes et autres parasites ne pouvaient pas exister en telle quantité qu'aujourd'hui. Cela créait des conditions idéales pour le développement de formes de vie géantes. Par exemple, dans les forêts composées de cordettes et d'autres plantes arborescentes, il n'y avait pas d'insectes capables de dévorer les feuilles, ce qui leur permettait de croître non seulement en hauteur, mais aussi en largeur. Mais ce n'est pas tout. Le secret de leur survie résidait dans le fait qu'à cette époque, de nombreux parasites modernes n'existaient pas encore. Par exemple, les moustiques, qui sont aujourd'hui une véritable plaie, n'avaient pas encore eu le temps de se développer. Cela permettait aux plantes de non seulement survivre, mais aussi de prospérer, car leurs feuilles pouvaient atteindre une largeur d'1 mètre.
Les tiges étaient recouvertes d'une écorce dure, les protégeant des dommages possibles. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que certains de ces plantes pouvaient se reproduire par des spores de la taille d'une balle de tennis. Ce ne sont pas de simples graines. Leur taille leur permettait de se répandre sur de grandes distances, atteignant les plus divers écosystèmes. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. Puisque l'oxygène était 2 fois plus abondant qu'aujourd'hui, cela permettait non seulement aux plantes, mais aussi aux animaux d'atteindre des dimensions incroyables. Par exemple, les insectes comme les libellules pouvaient atteindre une envergure de 75 cm, ce qui est plus grand que celle de certains oiseaux modernes. Cela créait un écosystème unique où les géants non seulement survivaient, mais dominaient. Mais saviez-vous que ces géants végétaux influençaient également le climat? Grâce à un haut niveau d'oxygène et à de vastes forêts, la température sur la planète restait stable, créant des conditions de vie pour de nombreuses autres espèces. Et ce qui est encore plus choquant, ces forêts pouvaient absorber le carbone en quantités énormes, contribuant à la formation des gisements de charbon que nous utilisons aujourd'hui. Ainsi, les plantes ne créaient pas seulement des conditions de vie, mais influençaient activement le climat. Les puissants systèmes racinaires de ces géants maintenaient le sol, empêchant l'érosion et conservant l'humidité. Imaginez des forêts où chaque arbre était comme un bus moderne, et sous eux, des amphibiens de la taille d'un crocodile. C'était un écosystème où tout était lié, et chaque détail jouait son rôle dans le maintien de la vie. Saviez-vous que le haut niveau d'oxygène favorisait également le développement de formes de vie géantes que nous pouvons voir aujourd'hui uniquement dans les films de science-fiction? C'était une époque où la nature créait ses titans, et chacun d'eux faisait partie d'un grand mécanisme qui soutenait la vie sur Terre. Les forêts marécageuses de cette époque étaient de véritables jungles, où l'humidité atteignait 90% et où une végétation dense était créée non seulement par des arbres géants, mais aussi par une multitude d'autres formes de vie. Imaginez que chaque seconde dans cette forêt était remplie par les bruits de pattes claquants, appartenant à des amphibiens de la taille de crocodile, qui chassaient des insectes dont l'envergure dépassait 75 cm. Ces forêts étaient traversées par un réseau de plans d'eau où nageaient des bancs de poissons rappelant les carpes modernes, mais atteignant jusqu'à 1 mètre de longueur. Les systèmes racinaires complexes des plantes non seulement maintenaient ces dernières en position verticale, mais créaient également des écosystèmes puissants où chaque détail était important, qu'il s'agisse du mousse recouvrant les pierres ou des petits insectes rampant sur les troncs des arbres. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que sous cette végétation se cachaient des myriapodes de la longueur d'une batte de baseball, capables d'inspirer de la peur même aux chercheurs les plus hardis. Ces créatures survivaient grâce à la richesse en substances organiques du sol, saturées de débris végétaux en décomposition. Imaginez maintenant comment cette forêt s'étendait. Les arbres atteignaient jusqu'à 30 mètres de hauteur, et leurs troncs avaient un diamètre dépassant 1 mètre. C'était un lieu où la vie régnait. Et chaque seconde pouvait offrir quelque chose de nouveau. Des formes de vie extraordinaires et des interactions uniques entre espèces. Ce qui est tout aussi choquant, c'est que certaines de ces forêts marécageuses s'étendaient sur des milliers de kilomètres carrés, créant de véritables océans verts où la vie bouillonnait et se multipliait chaque jour. Dans ce monde régnait l'harmonie, mais sous cette idylle se cachaient aussi des dangers. Des plantes toxiques capables de tuer même un grand animal, et des prédateurs chassant ces derniers. Chaque pas dans cette forêt pouvait être déterminant, et c'est ici que se développaient les premières formes de vie qui, plus tard, modifieraient le visage de la planète. Savez-vous que certaines de ces forêts étaient si denses que la lumière solaire avait peine à percer à travers la végétation, et que sous ce couvert végétal régnait une demi-pénombre? Imaginez, il y a des millions d'années, des plantes mortes comme les grandes fougères et les lycopodes se sont progressivement enfoncées dans les marais, formant des couches successives. Ces plantes ne se décomposaient pas simplement. Elles se transformaient en tourbes, qui, avec le temps, sous l'effet de la pression et de la température, a commencé à se transformer. Saviez-vous que ce processus peut prendre jusqu'à 30 millions d'années? Cela signifie que sous vos pieds, il peut y avoir des millions d'années d'histoire figées dans les couches de charbon noir. Lorsque les plantes mortes s'enfonçaient dans l'anabiose, leurs cellules étaient saturées de carbone, et au fil du temps, ce carbone se condensait pour former du charbon. Mais ce n'est pas tout. Chaque portion de charbon contient divers minéraux qui peuvent raconter les conditions climatiques de cette époque. Par exemple, certaines veines de charbon contiennent des traces de fossiles marins,
ce qui indique que ces endroits étaient autrefois sous l'eau. Et maintenant, imaginez que pendant des millions d'années, les marais tourbeux, riches en oxygène, sont devenus de véritables usines de transformation de la végétation en charbon. Mais comment cela se produisait-il exactement? Le secret réside dans des conditions uniques. Une grande humidité, l'absence d'oxygène et une pression constante créée par les nouvelles couches de végétation qui s'accumulaient au-dessus. En conséquence, des couches de charbon se formaient, pouvant atteindre une épaisseur de 100 mètres. Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Dans certaines parties de la planète, le charbon se formait avec une telle intensité que ses réserves étaient comparables à celles du pétrole, ce qui signifie que sous la surface de la Terre, il y a des richesses géantes qui n'attendent que d'être exploitées. Chaque morceau de charbon peut contenir jusqu'à 77% de carbone, ce qui en fait une source efficace d'énergie. Ainsi, toute cette masse, piégée dans les entrailles de la Terre, peut devenir la clé de l'avenir énergétique de l'humanité, si nous apprenons à l'utiliser correctement. Le processus de formation du charbon à partir de plantes anciennes était un véritable miracle de la nature. Imaginez des forêts denses où chaque arbre était comme un gratte-ciel de 30 étages, et où la faune était composée d'insectes géants et d'amphibiens. Ces plantes géantes, y compris les fougères et les mousses, tombaient sur le sol et, au fil de millions d'années, ne se décomposaient pas, mais formaient au contraire d'épais couches de végétation. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que sous l'effet de la pression et de la haute température résultant de l'accumulation de nouvelles couches, les plantes se transformaient en charbon. Ce processus est appelé carbonisation, et il nécessite non seulement du temps, mais aussi des conditions spécifiques telles que l'absence d'oxygène. Comment cela se passait-il? Les conditions humides favorisaient la décomposition lente de la végétation. Puis, sous pression, elle se transformait en matière organique qui devenait ensuite du charbon. Mais ce n'est pas tout. Les réserves de charbon formées à cette époque peuvent atteindre 30 milliards de tonnes dans certaines régions, ce qui en fait l'une des plus importantes sources de combustible fossile de la planète. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que, selon les estimations des scientifiques, environ 30% de toutes les réserves de charbon de la Terre se sont formées à cette période. Cela signifie que cette époque ne fut pas seulement une période historique, mais aussi un véritable trésor d'énergie que nous utilisons encore aujourd'hui. De plus, le nom période carbonifère vient du fait que c'est à cette époque que se sont accumulées d'énormes réserves de charbon. Et c'est lui qui est devenu le principal combustible associé à cette époque. Que pensez-vous qu'il y a encore dans les profondeurs de la Terre, attendant d'être découvert? Les méganeurs, ces géantes libellules, vivaient dans des forêts qui ressemblaient aux jungles tropicales modernes, mais dont les dimensions étaient simplement colossales. L'envergure de leurs ailes atteignait 70 cm. Ces prédateurs aériens dominaient les airs et, imaginez, pouvaient chasser de petits reptiles et même d'autres insectes, dont la taille était la moitié de la leur. Leurs grandes ailes transparentes, comme du verre, leur permettaient de voler avec une agilité incroyable, les rendant de véritables prédateurs aériens de leur époque. Mais ce n'est pas tout. Grâce à un niveau élevé d'oxygène, qui atteignait 35%, leurs muscles pouvaient développer une telle force qu'ils pouvaient s'élever dans les airs avec une vitesse comparable à celle des prédateurs modernes. Les méganeurs possédaient un système respiratoire complexe qui leur permettait de recevoir suffisamment d'oxygène même lors de vols actifs. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Leurs yeux étaient de la taille d'une balle de ping-pong, offrant une vision exceptionnelle et leur permettant de voir leur proie à grande distance. Imaginez, dans des forêts denses avec des arbres atteignant 30 mètres de hauteur, ces libellules chassaient, utilisant leurs mâchoires acérées et robustes pour déchirer leur proie. Les recherches scientifiques montrent que de telles dimensions et capacités étaient possibles grâce à des conditions environnementales uniques, sans équivalent sur Terre à des époques plus récentes. Si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez lourdement. Les méganeurs pouvaient également se reproduire, en pondant des œufs dans l'eau stagnante, où leurs larves, atteignant 30 cm de long, dévoraient tout ce qui passait à leur portée. Ces larves pouvaient rester sous l'eau pendant plusieurs années, survivant dans des conditions où la concurrence pour les ressources était minimale. Et ce qui est vraiment intriguant, leur disparition est liée à des changements climatiques et à une diminution du niveau d'oxygène, rendant impossible l'existence de tels géants. Ne pourrons-nous jamais revoir quelque chose de similaire dans le futur? L'arthropelvre,
mesurant jusqu'à 2,5 mètres, était un véritable géant de son temps et le plus grand chélicérate terrestre de l'histoire. Imaginez un être de la taille d'un petit bateau, rampant à travers les forêts primitives. Son corps pouvait atteindre une largeur de 30 centimètres, lui permettant de dominer facilement les autres habitants de son époque. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que ses 68 pattes lui permettaient une vitesse et une manœuvrabilité extraordinaires, lui permettant de chasser ses proies avec une efficacité stupéfiante. Comment cela a-t-il pu se produire? La réponse se trouve dans les conditions uniques de son environnement, où le niveau d'oxygène atteignait 35%. Cela permettait aux arthropelvres de se développer jusqu'à des tailles géantes, car leur système respiratoire recevait suffisamment d'oxygène pour maintenir de tels corps colossaux. Savez-vous que leur principale source de nourriture était les plantes mortes et d'autres matières organiques en décomposition? Ils utilisaient activement leurs puissantes mandibules pour traiter le matériel végétal, ce qui jouait un rôle important dans l'écosystème de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Vivant sur Terre, les arthropelvres étaient régulièrement attaqués par des prédateurs comme les amphibiens primitifs, qui pouvaient atteindre la taille d'un crocodile. Imaginez comment ces géants et ces prédateurs se heurtaient dans la lutte pour la survie. Et c'est là que commence vraiment le bizarre. Malgré leur taille, les arthropelvres étaient vulnérables dans leur jeune âge, lorsqu'ils émergeaient des œufs. Leurs larves, mesurant seulement quelques centimètres, pouvaient être une proie facile pour des prédateurs plus grands. Cela signifie que même les plus grands êtres avaient des ennemis. Si vous pensiez que de telles tailles les rendaient invulnérables, vous serez encore plus surpris. Les recherches montrent que l'extinction des arthropelvres est survenue en raison d'un changement climatique brutal et d'une diminution de l'oxygène dans l'atmosphère, rendant impossible l'existence de tels géants. Mais comment ont-ils pu survivre dans de telles conditions? La réponse réside dans leur capacité à s'adapter aux écosystèmes changeants, ce qui nous rappelle que la survie n'est pas seulement une question de taille, mais aussi de stratégie. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les scientifiques continuent de chercher des traces de ces êtres extraordinaires et chaque nouvelle découverte nous ouvre de nouveaux horizons. Il est surprenant, mais le niveau d'oxygène dans l'atmosphère atteignait 35%, soit 2 fois plus que le niveau actuel de 21%. Cet état créait des conditions idéales pour de grands insectes qui pouvaient respirer facilement, un privilège inaccessible à leurs descendants modernes. Imaginez une libellule avec une envergure de 75 cm, plus grande que celle de certains oiseaux. Comment ces géants pouvaient-ils exister? Le secret résidait dans leur système respiratoire qui leur permettait d'extraire le maximum d'oxygène de leur environnement. Cela était possible grâce à un système trachéen qui permettait à l'oxygène d'atteindre directement les cellules, contournant le sang. Imaginez maintenant la réalité. Un vol au-dessus de vastes forêts où les arbres atteignaient 30 mètres de haut et où l'air était saturé d'oxygène, comme dans les meilleures stations balnéaires. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que certains de ces géants, comme le méganeur, pouvaient atteindre des tailles comparables à celles d'un dauphin moderne. Leurs puissantes ailes leur permettaient de chasser de petits vertébrés et d'autres insectes, créant des écosystèmes où ils étaient les prédateurs dominants. Il est intéressant de noter que dans de telles conditions, même les petits insectes pouvaient atteindre des tailles impressionnantes. Par exemple, des fourmis de la taille d'un poing pouvaient facilement rivaliser avec les oiseaux pour la nourriture. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ces géants insectes ne se contentaient pas de survivre, mais ils se reproduisaient également avec une grande efficacité grâce à la grande quantité d'oxygène disponible. Dans de telles conditions, leur progéniture grandissait rapidement, atteignant des tailles significatives en quelques semaines seulement. Cela signifiait qu'il y avait une multitude de géants insectes qui remplissaient le ciel, comme des essaims d'oiseaux modernes. Ces conditions créaient une véritable armée de prédateurs ailés. Mais il ne faut pas oublier que l'augmentation de la population et de la diversité des insectes apportait également de nouvelles menaces. De nouveaux prédateurs apparaissaient à l'horizon, capables de menacer ces géants. En raison des changements dans les écosystèmes causés par les variations climatiques et les changements de niveau d'oxygène, certains types commençaient à disparaître. Et c'est là que commence le véritable chaos. Les scientifiques découvrent des fossiles qui montrent que, même à leur apogée, ces insectes subissaient la pression d'autres espèces, créant une dynamique incroyable dans la nature. Et le plus fou de tout, certains fossiles montrent que, à cette époque, des myriapodes de 2 mètres de long existaient,
capables de traverser les forêts sans effort, laissant des traces que les scientifiques découvrent encore aujourd'hui. Ces créatures féroces étaient des monstres de leur temps, et leur taille défia l'imagination. Comment pouvaient-elles survivre dans un monde rempli de géants? Une des théories suggère qu'elles possédaient la capacité de se camoufler, ce qui leur permettait de se cacher des prédateurs, ainsi que leur carapace dure les protégeait des attaques. Imaginez des tarentules géantes, connues sous le nom d'Archimilacris, qui pouvaient atteindre la taille d'un rat. Ces créatures ont survécu grâce à des conditions extraordinaires qui régnaient sur Terre. Leur corps pouvait mesurer jusqu'à 30 cm, ce qui en faisait des prédateurs dans leur écosystème. Les scientifiques pensent que leurs puissantes mâchoires pouvaient broyer la végétation, les rendant l'une des rares catégories d'insectes capables de concurrencer efficacement avec des formes de vie plus grandes pour les ressources. Mais ce n'est pas tout. Certaines découvertes montrent que ces tarentules pouvaient développer des ailes, ce qui leur permettait de se déplacer rapidement dans les forêts dangereuses. Comment se cachaient-elles des autres prédateurs? Les Archimilacris possédaient une capacité unique de camouflage. Leur corps avait une couleur qui se fondait avec la végétation environnante et l'écorce des arbres. Cela leur permettait de rester invisibles pendant qu'ils chassaient leur proie. D'où provenaient ces géants? En fait, dans des conditions de niveau élevé d'oxygène, atteignant 35%, les insectes pouvaient croître jusqu'à des tailles incroyables. Et ce qui est encore plus choquant, les Archimilacris pouvaient vivre dans divers habitats, des forêts tropicales humides au désert sec, ce qui mettait encore en évidence leur capacité d'adaptation. Leur exosquelette dur leur offrait une protection contre les prédateurs ainsi que contre les conditions météorologiques défavorables. À cette époque, il n'y avait pas d'ennemis de leur taille, et ils dominaient leur territoire. Certains scientifiques affirment que ces conditions permettaient aux Archimilacris de survivre aux plus rudes changements climatiques, conservant leurs gènes sur des millions d'années. Mais comment ont-ils disparu? Cette énigme continue de fasciner les chercheurs, car leurs fossiles sont découverts dans de nombreux coins du monde, et chaque nouvel exemplaire peut nous en dire plus sur la vie sur Terre à cette époque. Les Scorpiopulmonoscorpii étaient de véritables géants de leur époque, atteignant une longueur de jusqu'à 70 cm. Imaginez-les rampant sur les anciennes côtes, où la végétation était si dense que la lumière à peine passait à travers les feuilles. Ces créatures possédaient de puissantes pinces capables de déchirer facilement leur proie, et leurs instincts prédatrices en faisaient l'un des habitants les plus dangereux de leur temps. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que les pulmonoscorpii n'étaient pas seulement des prédateurs, mais aussi des véritables survivants dans des conditions où la Terre était marquée par des températures élevées et une humidité élevée. Ils pouvaient respirer grâce à des poumons spéciaux, ce qui leur permettait de s'adapter à divers environnements, y compris les zones inondées. Savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Les scientifiques ont découvert que leur carapace était si dure qu'elle les protégeait de la plupart des prédateurs. Cela leur permettait de dominer les écosystèmes où d'autres espèces ne pouvaient pas rivaliser avec eux. Tandis que certains autres êtres marins cherchaient à se protéger dans les récifs coralliens, les pulmonoscorpii osaient explorer les zones côtières, laissant des traces sur le sol meuble. Comment faisaient-ils face aux menaces provenant d'autres prédateurs marins? La réponse réside dans leur capacité à se cacher parmi les algues et à attaquer soudainement, quand leur proie s'y attendait le moins. Imaginez maintenant qu'ils pouvaient atteindre des tailles qui semblent aujourd'hui fantastiques. Leur longueur était comparable à celle d'un ballon de football moderne. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que c'est à cette époque que leur population a atteint son maximum, leur permettant d'occuper de nombreuses niches écologiques. Imaginez-les chassant de grands crustacés qui n'étaient pas en mesure de leur résister. Et ce qui est choquant, certains scientifiques suggèrent que ces scorpions pourraient être les ancêtres des araignées et des crustacés modernes, ce qui rend leur histoire évolutive encore plus intrigante. Vous avez déjà imaginé à quoi ressembleraient les écosystèmes modernes si ces géants avaient continué à exister? Leurs fossiles sont trouvés dans différentes parties du monde, et chaque nouvel échantillon permet de mieux comprendre comment ils interagissaient avec leur environnement. Dans certains endroits, on trouve même des traces de leur chasse, ce qui confirme leur mode de vie actif. Les Scorpiopulmonoscorpii ne sont pas seulement des créatures antiques, mais des acteurs clés de l'histoire de la Terre, qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'évolution de la vie. Ainsi, à cette époque sur Terre, il n'existait pas de grands vertébrés prédateurs capables de contrôler les tailles des arthropodes. Pourquoi?
La réponse réside dans les particularités des écosystèmes de cette époque. Par exemple, à cette période, les continents étaient couverts de forêts denses, où régnaient des plantes géantes atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, créant des conditions idéales pour la vie d'un nombre infini d'insectes et d'autres arthropodes. Ces écosystèmes étaient si diversifiés que certains insectes, comme les libellules, pouvaient atteindre une envergure de 75 centimètres. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que cette époque a été une période de floraison des arthropodes, dont les tailles et la diversité étaient inimaginables. Tandis que les écosystèmes terrestres étaient en constante évolution, les écosystèmes aquatiques abritaient déjà les prédécesseurs des requins et des poissons osseux modernes, qui n'avaient pas de prédateurs capables de rivaliser avec les grands arthropodes. Les scientifiques pensent que l'absence de grands vertébrés a permis aux arthropodes de prendre le dessus. Avez-vous déjà imaginé comment tout aurait changé si des prédateurs capables de rivaliser avec eux étaient apparus sur Terre? Ces puissants prédateurs, s'ils avaient existé, auraient probablement eu des tailles comparables à celles des lions et des tigres modernes. Mais ils n'existaient pas. Il est intéressant de noter que même dans les océans, où vivaient les premiers reptiles marins comme les ichthyosaures, il n'y avait pas de forte concurrence pour la nourriture, ce qui permettait aux arthropodes de continuer leur développement incontrôlé. Les puissants écosystèmes forestiers étaient le domicile des amphibiens de la taille d'un crocodile, mais ils ne pouvaient qu'observer les géants insectes, qui n'avaient peur ni de la hauteur ni de la taille. Imaginez cela. Des millions d'insectes remplissent l'air, leurs ailes projetant des ombres sur le sol, où rampent les ancêtres des lézards modernes, incapables de créer une véritable concurrence. Mais ce n'est pas tout. Dans certains endroits, on a trouvé des fossiles de géants myriapodes dont la longueur atteignait 1 mètre. Comment est-ce possible? Cette taille était le résultat de niveaux élevés d'oxygène, atteignant jusqu'à 35%, ce qui permettait aux géants de se développer comme jamais. Ces conditions favorisaient une croissance et une survie incroyables, et par conséquent, l'absence de prédateurs capables de contrôler la taille et le nombre des arthropodes créait un environnement idéal pour leur domination. Chaque nouveau spécimen exhumé aide les scientifiques à comprendre comment ces géants ont pu survivre et dominer leurs écosystèmes. Les premiers amphibiens fascinaient par leur diversité et leur adaptabilité à leur environnement, qui différait radicalement de celui d'aujourd'hui. Par exemple, les Eriopes, dont la longueur atteignait jusqu'à 1 mètre, possédaient un corps robuste et des membres puissants, ce qui leur permettait de se déplacer facilement tant sur terre que dans l'eau. Ces créatures chassaient les invertébrés et les petits poissons, utilisant leurs dents acérées et leurs mouvements agiles. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que leurs crânes étaient dotés de structures osseuses spéciales qui les aidaient à mieux percevoir les sons, leur donnant un avantage lors de la chasse. De leur côté, les Difficlavsus possédaient une forme de corps unique. Leur long et plat corps, d'une longueur pouvant atteindre jusqu'à 1,5 mètre, leur offrait une excellente maniabilité dans les plans d'eau. Ces amphibiens, véritables prédateurs, pouvaient guetter leur proie, restant presque invisibles dans l'eau. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ils ne chassaient pas seulement dans l'eau, mais pouvaient aussi sortir sur Terre pour se reproduire, ce qui représentait un pas nouveau dans l'évolution. Leurs œufs étaient protégés par une coquille dure, ce qui permettait à la descendance de se développer même dans des conditions de faible humidité. Cela signifie qu'ils élargissaient leurs habitats, s'installant sur de nouvelles terres, et cela constituait une étape importante dans la transition des écosystèmes aquatiques aux écosystèmes terrestres. Les fossiles de ces créatures sont trouvés dans des endroits où se trouvaient autrefois de petits plans d'eau et des zones marécageuses, ce qui confirme leur mode de vie. Il est intéressant de noter que d'autres espèces d'amphibiens existaient également à cette époque, mais ce sont les Eriopes et les Difficlavsus qui sont devenus les ancêtres des amphibiens modernes, démontrant comment l'évolution réagissait au changement de l'environnement. Au cours de leur existence, ils s'adaptaient à diverses conditions, ce qui est confirmé par les fossiles trouvés dans différentes régions. Ces découvertes montrent qu'ils pouvaient vivre à la fois dans l'eau douce et dans l'eau salée, ce qui augmentait considérablement leurs chances de survie. Et lorsque vous pensez tout savoir sur ces créatures fascinantes, les chercheurs continuent de découvrir de nouvelles espèces et fossiles qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur les amphibiens primitifs. Par exemple, récemment, une nouvelle variété a été découverte, capable d'atteindre une longueur de 2 mètres, et ses caractéristiques restent à étudier. Eogyrinus,
Une amphibie qui vivait à cette époque lointaine pouvait atteindre une longueur de 4,5 mètres, ce qui en faisait l'un des plus grands représentants de son temps. Imaginez un être de la taille d'une petite voiture rampant le long des rives humides des anciennes rivières et des marais. Cet immense amphibie ne se contentait pas de stupéfier par sa taille, mais possédait également des caractéristiques anatomiques uniques, le distinguant des amphibiens modernes. Eogyrinus avait une mâchoire puissante remplie de dents acérées, lui permettant de capturer et de retenir sa proie, comme les poissons et d'autres créatures aquatiques. Son long et musclé corps lui permettait de se déplacer efficacement à la fois sur terre et dans l'eau. C'était un véritable prédateur de son temps. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que ses membres étaient adaptés pour se déplacer sur terre, mais pouvaient également être utilisés pour nager, ce qui en faisait un chasseur universel. Les organes internes d'Eogyrinus indiquaient qu'il pouvait respirer à la fois l'air et l'oxygène dissous dans l'eau, ce qui lui donnait un avantage significatif dans la recherche de nourriture et de refuge. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Les scientifiques ont découvert que sa peau pouvait sécréter une bave aidant à le protéger des micro-organismes nuisibles et des parasites. Cela signifie qu'Eogyrinus n'était pas seulement parfaitement adapté à son environnement, mais possédait également des mécanismes de défense, lui permettant de survivre dans des conditions de forte concurrence. À mesure que l'on étudie les fossiles trouvés dans divers endroits, il devient évident qu'Eogyrinus n'était pas le seul représentant de son espèce. À son époque, il existait d'autres grandes amphibies qui chassaient également de petits animaux. Cependant, Eogyrinus est devenu le symbole d'une époque où les amphibiens ont commencé à s'emparer activement de nouveaux écosystèmes. Ces restes ont été trouvés dans plusieurs régions, et chaque nouveau spécimen révèle de nouveaux aspects de sa biologie et de son comportement. Par exemple, la taille de son crâne pouvait atteindre 30 cm de longueur, ce qui indique des capacités prédatrices développées. De plus, la structure de ses dents montre qu'il pouvait chasser à la fois le poisson et des animaux plus grands, ce qui souligne son rôle dans l'écosystème. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles informations sur son mode de vie et ses habitudes qui posent plus de questions que de réponses. Les amphibiens de cette période étaient étroitement liés au plan d'eau en raison de leurs caractéristiques uniques de reproduction. Leurs œufs nécessitaient un environnement humide pour se développer. Imaginez ces anciens êtres cherchant des endroits appropriés pour pondre leurs œufs afin d'assurer la survie de leur descendance. Les œufs des amphibiens étaient recouverts d'une fine enveloppe qui ne pouvait pas les protéger de la dessiccation, ce qui faisait des plans d'eau de véritables oasis pour la reproduction. Comment cela se passait-il? Les mâles attiraient les femelles par leurs cris sonores, qui résonnaient sur de longues distances, créant une véritable symphonie près des plans d'eau où ils se rassemblaient. Tandis que certains types préféraient les zones peu profondes, d'autres cherchaient des endroits plus profonds pour pondre leurs œufs. Sur les rives des rivières, où l'eau était plus chaude, ces amphibiens pondèrent leurs œufs dans des massifs de plantes aquatiques et de roseaux pour les cacher des prédateurs. Savez-vous ce qui est le plus étrange? Dans certains cas, les mâles restaient près des œufs, les protégeant des menaces potentielles. Ce comportement, rappelant la sollicitude des animaux modernes, intrigue les scientifiques par sa valeur évolutive. Et les petits alors? Les larves émergeant des œufs ressemblaient à de petits dragons aquatiques vivant dans les marécages et les marais. Elles n'avaient pas de membres, mais possédaient de longues queues qui leur permettaient de se déplacer rapidement dans l'eau. Ces larves pouvaient atteindre une longueur de 10 cm et se nourrissaient de plantes aquatiques, ce qui leur fournissait l'énergie nécessaire pour grandir. Mais ce n'est pas tout. Certains types possédaient une capacité unique de métamorphose, se transformant de larves aquatiques en animaux terrestres. Imaginez-les quittant leur plan d'eau, déployant leurs nouvelles pattes et montant sur la terre ferme pour commencer une nouvelle vie. C'est incroyable, mais certains de ces amphibiens pouvaient survivre dans des conditions assez rigoureuses, supportant les variations de température et de niveau d'eau. Par exemple, un type pouvait entrer en état d'amenèse lorsque l'eau se tarissait, attendant des conditions favorables pour revenir. Cette adaptation montre à quel point ces êtres étaient flexibles dans leur lutte pour la survie. Et si je vous disais que certains de leurs descendants vivent encore dans nos plans d'eau? Ces créatures fascinantes, comme les grenouilles et les salamandres, continuent d'utiliser les mêmes stratégies qui étaient propres à leurs ancêtres il y a des millions d'années. Il semble que l'évolution ait laissé ses traces et dans le monde moderne, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'étude. Les premiers reptiles ont commencé à apparaître sur la scène lorsque le climat a commencé à changer,
rendant les conditions sur la planète plus variées. Leur apparition a été une véritable révolution. Ces créatures n'étaient plus dépendantes de l'eau pour se reproduire, comme le faisaient les amphibiens. Imaginez qu'elles pouvaient pondre des œufs sur Terre, ce qui leur permettait de coloniser de nouveaux territoires sans avoir à revenir à l'eau. Contrairement à leurs ancêtres, les reptiles ont développé une coquille d'œuf dur qui protégeait les embryons de la déshydratation, leur permettant de se reproduire avec succès même dans les conditions les plus arides. Mais ce n'est pas tout. Leur peau était couverte d'écailles, ce qui minimisait la perte d'eau et leur permettait de survivre dans des climats plus chauds. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Leur capacité à la thermorégulation. Les reptiles pouvaient réguler leur température en prenant des bains de soleil ou en se cachant à l'ombre, ce qui leur donnait un avantage considérable par rapport aux amphibiens, qui étaient limités dans leurs actions. Ces nouveaux organismes ont commencé à dominer la terre et l'air, se fondant dans leur environnement. Par exemple, les premiers sauriens comme les diapsides sont apparus à cette époque et sont devenus les ancêtres des lézards et des serpents actuels. Savez-vous qu'ils pouvaient atteindre la taille des crocodiles modernes? Cela leur ouvrait de nouvelles possibilités de chasse et leur permettait de capturer une proie plus grande. Ainsi, les reptiles sont devenus de véritables prédateurs de leur temps. Intéressant, leurs avantages évolutifs incluaient également des poumons plus efficaces, qui assuraient une meilleure oxygénation, leur permettant de mener une vie active et de chasser à tout moment de la journée. C'est incroyable, mais ces adaptations sont devenues la base du développement de divers groupes de reptiles que nous connaissons aujourd'hui. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Certains de ces premiers reptiles sont devenus les ancêtres des dinosaures qui ont ensuite conquis la planète par leur taille et leur diversité impressionnante. Gilomus, connu sous le nom de l'une des plus anciennes reptiles de son époque, mesurait environ la taille d'un petit lézard, atteignant une longueur d'environ 30 cm. Cette reptile possédait des caractéristiques distinctives telles qu'un corps allongé et une longue queue, ce qui lui permettait de se déplacer agilement dans les forêts denses, remplies de verdure et de plantes élevées. Imaginez Gilomus rampant sur le sol, à la recherche d'insectes, dont il y avait beaucoup grâce à un haut niveau d'oxygène dans l'atmosphère. Ses poumons étaient adaptés pour une absorption efficace de l'oxygène, ce qui lui permettait d'être un chasseur actif même en période de chaleur. Un fait fascinant. Son régime alimentaire comprenait non seulement des insectes, mais aussi de petits invertébrés, ce qui en faisait un prédateur universel. Mais ce n'est pas tout. Gilomus était recouvert d'une carapace dure qui le protégeait des prédateurs, et ses dents acérées étaient idéales pour saisir une proie glissante. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Ces reptiles pouvaient survivre dans des conditions où la température fluctuait et où le climat devenait moins stable. Leur capacité d'adaptation leur permettait de survivre alors que de nombreuses autres espèces disparaissaient. Gilomus est devenu un maillon important dans la chaîne de l'évolution, ouvrant la voie à des reptiles plus grands et plus diversifiés. Il est intéressant de noter que ses descendants les plus proches dans le futur sont devenus la base du développement des dinosaures, qui ont ensuite dominé la planète. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que Gilomus n'était pas le seul représentant de son espèce. Les archéologues ont découvert les restes de plusieurs autres espèces, qui étaient même plus petites et plus spécialisées dans leurs habitudes. Ces petits reptiles ouvrent une fenêtre sur les écosystèmes anciens, où chaque individu jouait son rôle dans le maintien de l'équilibre. Et voici ce qui peut vous surprendre. Certaines recherches montrent que c'est précisément ces petits reptiles qui pourraient être les ancêtres des formes de vie plus grandes que nous connaissons aujourd'hui. Pensez-y, comment de petites créatures comme Gilomus ont-elles pu influencer l'évolution de géants comme les tyrannosaures? L'apparition de l'œuf amniotique a constitué une véritable révolution pour les reptiles, leur ouvrant les portes à la conquête des terres. Cet œuf, entouré d'une enveloppe solide, permettait aux embryons de se développer en dehors de l'eau, augmentant ainsi leurs chances de survie. Imaginez, tandis que les amphibiens étaient limités dans leur expansion, car leur descendance nécessitait un environnement aquatique, les reptiles pouvaient s'installer sur de nouveaux territoires. Cela signifiait qu'ils pouvaient coloniser des écosystèmes où ils ne pouvaient pas exister auparavant. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les œufs amniotiques contenaient des enveloppes spéciales qui empêchaient la perte d'eau, ce qui était crucial pour la vie sur Terre. En réalité, ces œufs représentaient un ensemble d'adaptations. Par exemple, leur structure interne permettait aux embryons de se développer avec les nutriments et l'oxygène nécessaires tout en les protégeant des conditions extérieures.
Certains chercheurs affirment que la taille de ces œufs pouvait atteindre 30 cm de long, des dimensions colossales pour l'époque. Cela permettait aux petits de naître suffisamment développés pour vivre sur Terre. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que grâce aux œufs amniotiques, les reptiles ont pu occuper des niches écologiques qui leur étaient previously inaccessibles. Les recherches scientifiques montrent que les œufs amniotiques ont commencé à apparaître au moins à la fin du Dévonien, et leur diversité augmentait avec chaque nouvelle période géologique. À cette époque, les reptiles comme les diapsides devenaient de plus en plus diversifiés et spécialisés. Certains types ont même développé des épines et des enveloppes rigides pour se protéger des prédateurs, ce qui leur permettait de survivre dans des conditions difficiles. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains de ces premiers reptiles pouvaient atteindre des tailles comparables à celles des reptiles modernes, atteignant une longueur de 2 mètres. Le monde écosystémique a commencé à changer rapidement. En colonisant les forêts et les plaines, les reptiles sont devenus les principaux prédateurs, chassant des créatures plus petites et même leurs congénères dans la lutte pour la survie. Cette course évolutive a conduit à l'apparition de nombreux nouveaux types, adaptés à des conditions très variées. Certains reptiles ont commencé à développer des méthodes de chasse et de protection uniques, renforçant encore leur domination. Par exemple, certains types, comme les premiers reptiles crocodiliens, ont commencé à utiliser les plans d'eau comme lieu de chasse, tandis que d'autres ont développé la capacité de se déplacer sur Terre avec une vitesse incroyable. Ce n'est pas seulement l'histoire des reptiles, c'est l'histoire de la manière dont la vie sur Terre a changé et s'est adaptée à de nouveaux environnements. Chaque nouvelle découverte dans ce domaine met en lumière à quel point cette période était complexe et multifacette. Et ce qui peut vous surprendre, c'est que certains scientifiques pensent que l'apparition de l'œuf amniotique a été le catalyseur de l'évolution ultérieure, menant à l'émergence de géants comme les dinosaures qui ont ensuite dominé la planète. Les pélicosaures, souvent appelés ancêtres des mammifères, sont devenus l'un des groupes de reptiles les plus fascinants de leur époque grâce à leurs caractéristiques écailles dorsales. Ces structures uniques, atteignant une hauteur de 30 cm, servaient non seulement à la régulation thermique, mais aussi, probablement, à l'attraction des partenaires. Imaginez un pélicosaure de la taille d'un petit bus se déplaçant lentement dans les forêts ancestrales, où chaque arbre pouvait être 2 fois plus haut qu'un immeuble de 8 étages actuel. Ces créatures pouvaient atteindre une longueur de 4 mètres et peser environ 120 kg, ce qui en faisait des prédateurs imposants et des herbivores, selon l'espèce. Sur leurs mâchoires puissantes se trouvaient des dents en forme d'aiguille, leur permettant de capturer efficacement des aliments comme des feuilles tendres et d'autres matériaux végétaux. Mais ce n'est pas le plus étrange. Les pélicosaures n'étaient pas les seuls à posséder cette anatomie. Leurs parents, comme les dromaéosaures, avaient une stratégie de survie différente, chassant des animaux plus petits. Comment se fait-il que certaines espèces aient évolué en géants, tandis que d'autres sont restées de petits prédateurs? Le secret réside dans la diversité des conditions climatiques et des ressources disponibles à l'époque. Les pélicosaures avaient également une particularité. Leurs membres étaient placés sous le corps, comme chez les mammifères modernes, ce qui leur permettait de se déplacer plus rapidement et plus efficacement. C'était une véritable révolution dans le mouvement pour les reptiles. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certaines découvertes fossiles montrent que les pélicosaures pouvaient se reproduire par des œufs beaucoup plus protégés que ceux de leurs ancêtres. Ces œufs pouvaient atteindre la taille d'une mandarine et l'épaisseur de la coquille permettait de résister aux menaces extérieures. Les recherches montrent que cette approche de la reproduction pouvait être un facteur contribuant à leur survie dans des conditions climatiques changeantes. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que les pélicosaures ont survécu dans des conditions où le niveau d'oxygène dans l'atmosphère était supérieur à celui d'aujourd'hui, atteignant 35%, ce qui leur permettait de se développer et de croître jusqu'à des tailles incroyables. Dimétrodon, prédateur majestueux de son époque, était un véritable géant parmi les premiers êtres terrestres. Sa longueur atteignait 4 mètres, et ses puissantes mâchoires pouvaient déchirer la chair de ses proies comme un couteau traverse le beurre. Mais ce qui est le plus impressionnant chez lui, c'est son immense voile dorsal, qui pouvait atteindre une hauteur d'1 mètre. Ce voile, probablement utilisé pour la régulation thermique, aidait le dimétrodon à conserver la chaleur lorsqu'il chassait ses proies. Savez-vous qui étaient ces proies? Ce étaient des amphibiens anciens et de petits reptiles qui ne pouvaient pas lui résister. Mais le dimétrodon n'était pas le seul prédateur de son environnement. Ses concurrents,
comme les euagnathosaures, chassaient également la même proie. Cependant, le dimétrodon se distinguait par sa capacité unique à s'adapter. Ses dents n'étaient pas seulement acérées, elles avaient une forme unique qui lui permettait de déchirer la viande efficacement, sans laisser de chance à ses proies. Les recherches montrent que le dimétrodon pouvait atteindre une vitesse de 20 km/h, ce qui en faisait l'un des prédateurs les plus rapides de son temps. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que malgré ses dimensions et sa force, le dimétrodon n'était pas l'ancêtre des dinosaures, mais appartenait à un groupe connu sous le nom de synapsides, qui donneront naissance à tous les mammifères. Ainsi, lorsque nous pensons au dimétrodon, nous regardons en réalité les ancêtres des mammifères modernes qui ont un jour dominé la planète. Les études de ces fossiles montrent qu'ils vivaient dans des conditions où le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, ce qui lui permettait de chasser une variété de proies. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que sa survie dépendait de sa capacité à s'adapter aux changements de l'environnement. Comment réussissait-il à rester au sommet de la chaîne alimentaire dans des conditions de forte concurrence? Selon les dernières données, le dimétrodon pouvait survivre dans des conditions où le niveau d'oxygène dans l'atmosphère dépassait les normes actuelles, ce qui lui permettait de se développer et de chasser avec une efficacité incroyable. Le climat a commencé à changer de manière drastique lorsque s'annonçait une nouvelle ère, et cette transformation a eu un impact sur toute la vie. La température a progressivement baissé, et le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a également commencé à diminuer, entraînant des modifications dans les écosystèmes. Imaginez que les forêts composées de fougères géantes et d'arbres résineux ont commencé à céder la place à une flore plus diversifiée, capable de s'adapter aux nouvelles conditions. Ce n'étaient pas simplement des changements, mais une véritable évolution où certaines espèces survivaient tandis que d'autres disparaissaient. Par exemple, à cette époque apparaissent les premières plantes à graines qui commencent à dominer les écosystèmes grâce à leur capacité à se reproduire dans des conditions plus rigoureuses. Mais ce n'est pas tout. Au fur et à mesure que le climat changeait, de vastes déserts se formaient sur des territoires qui étaient autrefois couverts de forêts vertes. Ces changements ont créé des conditions idéales pour de nouvelles formes de vie, mais ont également entraîné la disparition de nombreux types de vie connus. Savez-vous que c'est à cette époque que les premiers reptiles sont apparus sur Terre, devenant les ancêtres de toutes les lézards et serpents modernes? Leur apparition a été rendue possible grâce à des adaptations au climat plus sec. Et qu'en est-il du climat ensuite? On prévoit que vers la fin de cette période de transition, la température continuera à fluctuer, ce qui entraînera le plus grand événement de masse d'extinction de l'histoire de la Terre. Vous ne le croirez pas, mais environ 95% de toutes les espèces vivantes disparaîtront en raison de ces changements. Et ce qui est le plus choquant, c'est que cette extinction créera un espace pour de nouvelles formes de vie qui domineront la planète à la période suivante. Le climat de la planète a commencé à changer à une vitesse implacable, et cela ne faisait que commencer pour la flore et la faune. Imaginez que la température a commencé à baisser de 10 degrés Celsius, tandis que le niveau d'humidité chutait rapidement, transformant les forêts vertes en paysages semi-désertiques. Ce processus a duré environ 7 millions d'années, et à la surface de la Terre, de nouveaux écosystèmes ont commencé à apparaître, remplis de plantes capables de survivre dans des conditions de sécheresse. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère diminuait, ce qui réduisait l'activité photosynthétique. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifiait que les plantes commençaient à manquer d'oxygène, ce qui a conduit à l'extinction de nombreux genres. Imaginez les paléobotanistes cherchant les vestiges des plantes vertes. Ils ont découvert que les forêts géantes avaient été remplacées par des buissons et des herbes, s'adaptant aux nouveaux environnements. Mais ce n'est pas tout ce qui est le plus étrange. À cette époque, les premiers amphibiens ont commencé à se développer activement sur Terre, cherchant de l'eau et migrant sur de longues distances, ce qui a conduit à une lutte pour la survie. Ces créatures changèrent leurs habitudes et leur mode de vie pour s'adapter à des conditions où les plans d'eau s'asséchaient et les rivières devenaient de petits ruisseaux. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains genres ont même appris à se cacher de la chaleur en s'enterrant dans le sable, ne laissant derrière eux que des traces indiquant leur existence. Parallèlement, dans les mers et les océans, des changements se produisaient. Le niveau de la mer a baissé de plusieurs dizaines de mètres, créant de nouvelles terres et isolant certains types de créatures marines. Cela a conduit à l'évolution isolée des écosystèmes marins, ce qui, à l'avenir, a conduit à la formation de nouveaux genres. Il est important de noter que,
En même temps, les premiers ancêtres des mammifères ont commencé à apparaître sur Terre, explorant de nouvelles niches libérées par les genres disparus. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Ces mammifères sont devenus la base de tous les mammifères modernes que nous connaissons aujourd'hui. Les changements climatiques ont conduit à ce que la flore, autrefois dominante sur la planète, ait subi des transformations incroyables. Imaginez des forêts où les arbres atteignaient 30 mètres de hauteur et dont les troncs étaient aussi épais qu'une voiture moderne. Ces géants, qui étaient des fougères et des conifères, ont commencé à céder la place à des espèces plus adaptées lorsque le climat est devenu plus sec et imprévisible. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint 10%, créant un effet de serre et entraînant un réchauffement brutal. Cela a signifié que les forêts tropicales, qui couvraient autrefois de vastes territoires, ont commencé à rétrécir, laissant place à des espaces ouverts et des steppes. Et c'est là que commence vraiment le chaos. En raison des changements dans les écosystèmes, les plantes ont commencé à développer de nouveaux mécanismes de survie. Par exemple, certains types d'arbres conifères formaient des aiguilles dures pour minimiser l'évaporation de l'eau, tandis que d'autres s'adaptaient à des températures plus élevées en produisant des résines qui les protégèrent des insectes. Mais comment ces géants pouvaient-ils survivre dans de nouvelles conditions? Le secret résidait dans la capacité de certaines plantes à établir des relations symbiotiques avec les champignons, ce qui leur permettait d'obtenir de l'eau et des nutriments à partir de couches plus profondes du sol. Cette coopération entre plantes et champignons est devenue la base pour la formation de nouveaux écosystèmes qui s'adaptaient à des conditions où le climat devenait de plus en plus imprévisible. Savez-vous ce qui est le plus fou? Ces changements dans la végétation ont influencé la faune. Les animaux qui dépendaient autrefois des forêts denses ont commencé à migrer à la recherche de nourriture et d'abri. Et à chaque pas, ils devenaient de plus en plus dépendants de nouveaux types de plantes qui, à leur tour, modifiaient leur stratégie de survie. Par exemple, les premiers ancêtres des dinosaures ont commencé à chasser de petits mammifères et des reptiles qui cherchaient refuge dans les fragments restants des forêts. En conséquence, les écosystèmes devenaient de plus en plus complexes et interconnectés, préparant le terrain pour les futurs géants qui prendront bientôt le contrôle de la planète. Mais ce n'est pas tout. C'est à cette époque que se sont formés les dépôts carbonatés, qui deviendront plus tard la base pour la formation du charbon, changeant ainsi le cours de l'histoire de la planète. Imaginez un monde où les fougères géantes et les lycopodes, atteignant 30 mètres de hauteur, étaient les plantes dominantes. Mais quelles en ont été les conséquences du changement climatique? Lorsque les changements globaux ont commencé, les niveaux d'oxygène ont commencé à diminuer, et cela a été comme un masque à oxygène pour ces grands arbres. Imaginez, il n'y avait plus que 21% d'oxygène au lieu de 35 comme avant. Cela signifiait que les plantes avaient plus de mal à respirer et commençaient à manquer de ressources pour croître. Mais ce n'est pas tout. À cette époque, le climat est devenu plus aride et de nombreuses espèces de plantes n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions. Par exemple, les lycopodes, qui vivaient autrefois dans des zones marécageuses, ont commencé à disparaître lorsque l'eau a disparu, les laissant sans les conditions nécessaires pour vivre. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Ils ont dû rivaliser avec de nouvelles espèces qui grandissaient plus vite et pouvaient survivre dans des conditions plus difficiles. Ainsi, les herbacées annuelles et les arbustes, qui sont apparus à cette époque, ont commencé à remplir les vides laissés par les géants disparus. Mais ce n'est pas tout. En plus de ces changements, il y avait une activité volcanique qui rejetait du dioxyde de carbone et d'autres gaz dans l'atmosphère, ce qui modifiait la température et le climat. Les recherches scientifiques montrent qu'à cette époque, il y a eu plusieurs grandes éruptions volcaniques, comme celle de Sibérie, qui ont contribué à des extinctions massives. Les géants fougères, qui auraient pu survivre dans un climat humide, n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions de leurs ancêtres. Ils étaient trop lents pour réagir à ces changements brutaux. Et c'est là que commence vraiment l'absurde. L'apparition des premiers mammifères qui ont commencé à occuper les niches précédemment occupées par de grands reptiles et des plantes. Ces petits êtres, de la taille d'un chat, ont commencé à chasser des graines et de petits insectes, laissant les géants derrière eux. De plus, c'est à cette période que se sont formées des relations évolutives complexes entre les plantes et les animaux, ce qui a conduit à de nouvelles formes de vie. Et savez-vous ce qui est encore plus absurde? Certains de ces nouveaux animaux ont même commencé à développer des relations mutuellement bénéfiques avec de plus petites plantes, ce qui a finalement scellé le sort des géants fougères et des lycopodes.
L'apparition des premiers véritables conifères a été un véritable tournant dans le monde de la végétation. Imaginez des forêts où régnaient non seulement de gigantesques fougères et lycopodes, mais aussi des arbres élevés capables d'atteindre une hauteur de 30 mètres. Ces conifères, tels que les araucarias et les arbres à cellulose, ont commencé à coloniser activement les écosystèmes, offrant un nouvel habitat à de nombreux êtres vivants. Et ce qui est encore plus incroyable, leurs graines, de la taille d'une petite graine, pouvaient être dispersées sur de grandes distances grâce à leurs cônes légers, permettant ainsi aux conifères de coloniser de nouvelles terres où il n'y avait pas encore d'arbres. Grâce à la structure particulière de leur écorce, rigide et protectrice contre les insectes et les maladies, ces arbres pouvaient survivre dans divers climats. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Le haut contenu de résine dans leur bois ne se contentait pas de les protéger des insectes, mais est devenu la base de la création des premiers écosystèmes où les plantes et les animaux coexistaient, formant des liens complexes. Ces conifères sont devenus le refuge des premiers mammifères, tels que les petits mammifères, qui trouvaient dans leur dense canopée une protection contre les prédateurs. Les forêts de conifères ne fournissaient pas seulement un abri, mais aussi une source de nourriture. Les cônes et les jeunes pousses attiraient divers herbivores, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles espèces. Dans ces forêts vivaient même les premiers ancêtres des oiseaux, qui ont commencé à s'adapter à la vie parmi les conifères, développant des capacités uniques de vol et de chasse. Intéressant, c'est à cette époque que se sont formées les premières relations entre les plantes et les pollinisateurs, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'évolution. Et ce qui est le plus fascinant, dans certaines régions, les conifères ont formé de vastes étendues où leurs racines s'entrelaçaient, créant des réseaux souterrains qui leur permettaient de partager les nutriments, formant ainsi un véritable coopératif forestier. Ces géants du bois n'ont pas seulement transformé le visage de la planète, mais sont devenus la base des écosystèmes futurs que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est seulement le début des découvertes fascinantes sur la manière dont les conifères ont changé notre planète. Les plantes à graines ont commencé à se développer activement dans des conditions où l'humidité diminuait rapidement et où le climat devenait plus aride. Ces plantes se sont adaptées à ces nouveaux environnements grâce à leur capacité à produire des graines, ce qui leur donnait un avantage significatif sur les plantes à spores. Par exemple, les graines offraient une protection à l'embryon en créant une enveloppe spéciale qui pouvait supporter des conditions défavorables comme la chaleur ou la sécheresse. Imaginez qu'une seule graine, en attendant la pluie, puisse contenir toute la vie nécessaire à l'intérieur jusqu'à ce que des conditions favorables à la germination se présentent. C'est à ce moment-là que des plantes comme les conifères ont évolué pour développer des cônes qui protégeaient les graines des facteurs défavorables. Ces cônes, comme de véritables coffres-forts naturels, offraient non seulement une protection, mais favorisaient également la dispersion des graines sur de grandes distances lorsqu'elles tombèrent des arbres. Et ce qui est encore plus fascinant, certains types, comme le ginkgo, ont survécu même après des extinctions massives, en conservant leurs graines capables de germer après des dizaines, voire des centaines d'années. Tandis que de nombreuses plantes à spores disparaissaient, les plantes à graines devenaient de plus en plus diversifiées et adaptables. Leur système racinaire s'enfonçait à la recherche d'eau, leur permettant de survivre dans des conditions où d'autres plantes ne pouvaient plus. Ces racines, pouvant atteindre plusieurs mètres de long, assuraient la stabilité et l'accès aux nutriments, tout en renforçant le sol et en prévenant l'érosion. Savez-vous ce qui est encore plus stupéfiant? Certaines plantes à graines ont développé des mécanismes leur permettant d'utiliser la lumière du soleil de manière plus efficace, ce qui leur permettait de rivaliser avec d'autres espèces pour les ressources. Par exemple, chez les arbres conifères, les feuilles se sont transformées en aiguilles, réduisant ainsi la perte d'eau et permettant leur survie dans des conditions climatiques sèches. Ils pouvaient accumuler de l'eau dans leurs tissus, comme des réservoirs vivants. Ainsi, les plantes à graines ne se contentaient pas d'adapter. Elles sont devenues des maîtres de la survie dans les conditions climatiques les plus difficiles. Et ceci n'est qu'une partie de leur histoire fascinante. Le secret de leur succès résidait dans leur capacité à évoluer rapidement et à s'adapter à de petits changements, leur permettant de s'installer dans de nouvelles niches écologiques qui ne faisaient que commencer à se former. À cette époque, le niveau d'oxygène a commencé à chuter brutalement, atteignant seulement 21%. Ce changement a entraîné une véritable catastrophe pour les grands insectes qui pouvaient previously atteindre des tailles comparables à celles des oiseaux modernes. Par exemple, les libellules de la taille d'un chat,
avec une envergure de 75 cm, ont commencé à disparaître progressivement. Leur système respiratoire, précédemment adapté à un haut niveau d'oxygène, n'a pas pu s'adapter aux nouvelles conditions. Imaginez ces géants, qui dominaient autrefois les cieux, devenir maintenant les victimes de leur propre transformation. Mais ce n'est pas le plus étrange. La réduction de l'oxygène a conduit les insectes à évoluer vers des formes plus petites pour survivre, et chaque nouvelle adaptation était une réponse aux conditions menaçantes. Par exemple, certains ont commencé à développer des méthodes de respiration plus efficaces, leur permettant de s'en sortir avec moins d'oxygène. Il est connu que certains types ont survécu en utilisant des structures spécialisées sur leur trachée, augmentant la surface pour l'échange gazeux. Cela signifiait qu'ils pouvaient continuer à exister même à faible niveau d'oxygène. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? À cette époque, une véritable lutte pour la survie a eu lieu. Les insectes ont non seulement évolué en taille, mais aussi en comportement. Ils ont commencé à former des essaims, ce qui leur permettait de chasser et de se protéger des prédateurs plus efficacement. En même temps, la végétation qui les entourait subissait également des changements, et de nombreux types sont devenus plus toxiques pour se protéger de la prédation. Ces changements dans l'écosystème ont créé des conditions où seuls les plus résistants ont survécu. En conséquence, dans le monde des insectes, une véritable révolution a eu lieu, où les tailles et les formes de ces êtres ont changé pour toujours. Si vous aviez pu voir cette époque, vous auriez remarqué comment les insectes, qui étaient autrefois des géants, sont devenus maintenant minuscules, et leurs nouvelles formes leur ont permis de s'adapter à des conditions complètement différentes. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Ces changements ont créé des conditions pour l'apparition de nouveaux groupes d'insectes qui pourraient être les ancêtres des espèces modernes. Dans les forêts sombres, remplies de broussailles denses, vivaient les thérapsides, les ancêtres des mammifères qui ressemblaient à un croisement entre les reptiles et les mammifères modernes. Ces créatures, atteignant jusqu'à 3 mètres de long, possédaient une capacité extraordinaire. Leurs mâchoires étaient plus mobiles que celles de leurs ancêtres, ce qui leur permettait de mieux mâcher leur nourriture. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Chez certains thérapsides, comme le dimétrodon, il y avait des crêtes géantes sur le dos, dont la hauteur pouvait atteindre 1 mètre. Ces crêtes, probablement utilisées pour la régulation thermique, ainsi que pour afficher leur force dans la lutte pour le territoire. Mais ce n'est pas tout. Tandis que la plupart des autres animaux rampaient ou se déplaçaient rapidement, les thérapsides développaient des membres plus évolués, leur permettant de se déplacer sur Terre avec plus d'agilité et d'efficacité. Imaginez qu'ils pouvaient courir aussi vite que les mammifères modernes, malgré leur taille. Leur anatomie unique des mâchoires leur permettait de chasser non seulement les invertébrés, mais aussi des animaux plus grands, ce qui en fit les prédateurs dominants de leur temps. Certains chercheurs affirment que les thérapsides pouvaient atteindre des âges de 100 ans, ce qui était exceptionnel pour les animaux de cette époque. Et imaginez qu'ils commençaient déjà à développer les premiers poils. Ces petits mais importants changements dans l'évolution leur permettaient de mieux s'adapter aux conditions changeantes de leur environnement. Pensez-y, alors que leur taille et leur forme changeaient, leur sang contenait déjà les précurseurs de la chaleur corporelle. Comment pouvaient-ils survivre dans des conditions où le climat devenait progressivement plus rigoureux? La réponse réside dans leur capacité à développer de nouvelles stratégies de chasse et de survie, leur permettant d'utiliser les ressources de leur environnement. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que les thérapsides sont à l'origine de l'évolution des mammifères, qui ont peuplé notre planète des millions d'années plus tard. Il est important de se rappeler que certains d'entre eux ont commencé à développer des structures sociales complexes, qui ont anticipé le comportement des mammifères modernes. Par exemple, certains d'entre eux, comme les synapsides, formaient des groupes pour rechercher de la nourriture et se protéger des prédateurs. Ces liens sociaux sont devenus la base des interactions que nous observons chez les mammifères aujourd'hui. Et savez-vous que certains thérapsides possédaient des dents similaires aux incisives et aux canines modernes, ce qui témoigne d'une chaîne alimentaire complexe existant à cette époque? Les gorgolets étaient de véritables monstres de leur temps, et les premiers prédateurs à dents de sabre dans l'histoire de la Terre. Ces créatures, mesurant jusqu'à 2 mètres, possédaient des dents qui rappelaient les sabres modernes et pouvaient atteindre une longueur de 12 centimètres. Imaginez-les chassant leur proie avec leurs puissantes mâchoires et leurs dents acérées, déchirant la chair. Mais ce n'est pas tout. Les gorgolepes possédaient une anatomie unique qui leur permettait de développer une vitesse incroyable, les rendant redoutables pour les autres animaux de leur époque.
Leur corps était recouvert d'une peau dure, comme celle des reptiles modernes, offrant une protection contre les attaques des prédateurs plus grands. Savez-vous que les gorgolèpes pouvaient survivre dans des conditions extrêmement variées, y compris les zones arides et les forêts tropicales? Cela était possible grâce à leur capacité à s'adapter aux changements climatiques et à leur environnement. Il est intéressant de noter que certains types de gorgolèpes possédaient des caractéristiques distinctives telles que de longues pattes, leur permettant de développer d'excellentes aptitudes à la course. Et maintenant, imaginez que dans leurs écosystèmes coexistaient d'autres prédateurs, comme les dromaéosaures, qui rivalisaient avec eux pour les ressources. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que les gorgolèpes n'étaient pas seulement des prédateurs, mais aussi des acteurs importants de l'écosystème, car ils influençaient la population d'autres espèces. Leur disparition fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Terre. Et ce qui est incroyable, c'est que de nombreuses de leurs caractéristiques ont été héritées par des mammifères plus tardifs, les rendant ainsi les ancêtres des prédateurs modernes. Et maintenant, le plus fou. Certains gorgolèpes avaient des mâchoires si puissantes qu'ils pouvaient briser les os de leur proie, ce qui indique leur rôle dominant dans la chaîne alimentaire de leur temps. Tant que les prédateurs dominaient les écosystèmes, des reptiles herbivores comme les pareiasaures ont fait leur apparition, transformant radicalement les règles du jeu. Ces géants de leur époque atteignaient des longueurs de 4 mètres et pesaient jusqu'à 100 kilos. Imaginez-les se déplacer lentement à travers les paysages anciens, avec leur corps puissant et leurs carapaces épaisses qui les protégeaient des attaques. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que malgré leur taille et leur mécanisme de défense, les pareiasaures n'étaient pas seulement des survivants, mais aussi les premiers reptiles herbivores à s'adapter à un nouvel environnement où la végétation devenait de plus en plus diversifiée. Leurs dents, similaires aux défenses modernes, leur permettaient de consommer facilement la végétation dure, y compris les premières espèces de fougères et d'arbres conifères. Mais ce n'est pas tout. Leur corps était recouvert d'épines qui servaient non seulement à la protection, mais aussi à la régulation thermique. Dans un climat chaud, ils devaient trouver des moyens de se refroidir, et les épines les aidaient à le faire en permettant à l'air de passer à travers leur peau. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les pareiasaures n'étaient pas les seuls herbivores. Ils coexistaient avec d'autres reptiles, comme les thérizinosaures, qui tentèrent de les chasser. Cet complexe écosystème où les prédateurs et les herbivores interagissaient constamment créait un équilibre unique. Il est important de noter que les pareiasaures ont commencé à évoluer en différentes sous-espèces, s'adaptant à divers environnements, ce qui a conduit à l'apparition de nouvelles formes de vie. Leur influence sur l'écosystème était significative. Ils favorisaient la dispersion des graines, ce qui contribuait au développement de la végétation. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Malgré le fait qu'ils fussent herbivores, leur dimension et leur puissance leur permettaient de se protéger des prédateurs, modifiant ainsi les règles de la chasse et de la survie à cette époque. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre dans des conditions de nourriture limitées grâce à leur capacité à métaboliser les glucides complexes. En fin de compte, ces reptiles herbivores n'ont pas seulement survécu, mais ont laissé une trace dans l'évolution, devenant les ancêtres des futurs mammifères. Imaginez maintenant que leurs descendants dominent la Terre dans des millions d'années, mais comment cela s'est-il produit? Le supercontinent Pangée a commencé à se former en raison de processus tectoniques qui se sont déroulés sur des millions d'années et en conséquence de son unification, le climat sur Terre a subi des changements radicaux. Imaginez un immense continent s'étendant sur 30 millions de kilomètres carrés, une superficie qui couvrait virtuellement tous les océans et mers, ne laissant que de petits plans d'eau intérieurs. Sur un tel massif terrestre, le climat est devenu plus continental. Au centre du continent, les températures oscillaient entre -40 et +50 degrés Celsius. Comment pensez-vous que de tels contrastes thermiques ont eu des conséquences? Contrairement au climat plus modéré qui existait précédemment, le nouveau climat a conduit à la formation d'immenses déserts s'étendant sur des milliers de kilomètres, où les pluies étaient extrêmement rares, n'apparaissant que quelques fois par an. Cela signifiait que la flore et la faune qui ont survécu ont dû s'adapter à des conditions extrêmes. Les plantes ont développé des racines profondes pour trouver de l'eau, et les animaux sont devenus plus mobiles pour trouver de la nourriture. Mais ce n'est pas tout. Les courants océaniques ont également changé, influençant la distribution de la chaleur sur la planète. Par exemple, dans les régions du Nord, la température de l'eau a considérablement baissé, entraînant des changements dans les écosystèmes qui y vivaient.
Vous ne le croirez pas, mais c'est à cette époque que le processus de l'extinction massive des espèces a commencé, devenant le plus important de toute l'histoire de la Terre. Environ 95% de toutes les espèces marines ont disparu, ce qui est en grande partie lié au changement climatique et au niveau d'oxygène dans l'eau. Et voici ce qui devient vraiment fou. Tandis que les animaux sur Terre luttaient à peine avec les conditions extrêmes, de nouvelles formes de vie sont apparues dans les océans, qui deviendront la base des écosystèmes futurs. Mais comment de telles transformations géantes ont-elles pu se produire en si peu de temps? Les scientifiques pensent que la cause n'était pas seulement le changement climatique, mais aussi l'activité tectonique qui provoquait des éruptions volcaniques puissantes. Ces éruptions libéraient une quantité énorme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, augmentant encore la température de la planète. Dans ce contexte, on peut dire que la Terre traversait une véritable catastrophe qui a déterminé son évolution future. Et maintenant, imaginez que, suite à tous ces changements, les premiers mammifères ont commencé à apparaître à l'horizon, qui deviendront dominants sur la planète des millions d'années plus tard. Imaginez des espaces déserts s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ce sont les déserts intérieurs qui se sont formés au cœur du supercontinent Pangée. Ils sont apparus en raison de la combinaison des changements climatiques et de l'isolement géographique, rendant ces régions practically infertiles. Dans de telles conditions, où la pluie tombait à moins de 200 mm par an, seuls les organismes les plus résistants pouvaient survivre. Mais comment ont-ils réussi à s'adapter? Certaines plantes, par exemple, ont développé un système racinaire profond de 3 mètres pour atteindre les eaux souterraines. Quant aux animaux, comme les ancêtres des lézards, ils ont commencé à chasser principalement la nuit pour éviter la lumière solaire intense et conserver l'eau dans leur organisme. Savez-vous que dans ces déserts existaient des insectes géants de la taille d'un moineau moderne? Ils utilisaient l'augmentation de la teneur en oxygène dans l'atmosphère, qui atteignait environ 30%, ce qui leur permettait d'atteindre de telles dimensions. Ils rampaient parmi l'écorce dure des arbres anciens, dont la hauteur dépassait 30 mètres, créant des véritables forêts dans des conditions désertiques. Mais ce n'est pas tout. Dans ces conditions, des dunes de sable se formaient également, pouvant atteindre une hauteur de 20 mètres, créant des paysages uniques. De plus, la température pouvait varier de moins 20 degrés à plus 40 degrés Celsius, créant des conditions extrêmes pour la vie. Imaginez maintenant comment les ancêtres des dinosaures, qui deviendront les dominants sur la planète, pouvaient survivre dans ces déserts. Leurs instincts et adaptations se sont formés précisément grâce à ces épreuves. Et voici ce qui devient vraiment fou. Bien que Pangée ait existé seulement quelques millions d'années, son influence sur le climat et les écosystèmes de la Terre est encore ressentie aujourd'hui. Les déserts intérieurs sont devenus non seulement la patrie des espèces résistantes, mais aussi le lieu où la vie capable de résister aux conditions les plus difficiles a pris naissance. Saviez-vous que c'est ici que se sont formés les premiers mammifères qui laisseront leur empreinte dans l'histoire? Les changements géographiques survenus pendant la période permienne ont été un véritable catalyseur pour l'évolution de la vie sur Terre. Imaginez de vastes continents se fondant en une masse unique. La Pangée, couvrant presque toute la surface de la planète. Cela signifiait que le climat était beaucoup plus diversifié, tropical à l'équateur et froid aux extrémités du continent. Et ce qui est fascinant, c'est que cette diversité a créé des conditions propices à l'apparition de nouveaux écosystèmes où la vie pouvait s'adapter et se diversifier. Par exemple, dans des conditions d'humidité et de chaleur accrue, des forêts de conifères de 30 mètres de haut ont émergé, devenant des habitats pour de nombreuses espèces. Savez-vous que c'est à cette époque que les premiers reptiles ont apparu, réussissant à concurrencer les amphibiens? Ces nouveaux créatures, de la taille d'un chat, ont commencé à coloniser de nouvelles niches, chassant des insectes et d'autres petits organismes. Mais ce n'est pas tout. Le changement du niveau de la mer a créé de vastes zones peu profondes, idéales pour la reproduction et la croissance de nombreux organismes. Imaginez que dans ces eaux vivaient des géants comme les scorpions marins atteignant 1 mètre de long. Ils chassèrent le poisson à l'aide de leurs pinces acérées, et leur taille provoquait un véritable choc chez les biologistes modernes. Et maintenant, imaginez que l'augmentation de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, atteignant 30%, a entraîné une véritable explosion dans l'évolution des insectes. Ils ont commencé à grandir jusqu'à des tailles dont l'homme moderne ne peut que rêver. Des libellules avec une envergure de 75 cm. Comment ces géants pouvaient-ils survivre?
Le secret résidait dans le fait que leur système respiratoire pouvait absorber plus d'oxygène que celui des espèces modernes. Et vous ne le croirez pas, c'est à cette époque que les premiers mammifères primitifs ont commencé à apparaître, qui occuperont plus tard leur place dans l'histoire. La vie pouvait-elle être aussi diverse et riche? Bien sûr, tout cela a conduit à l'apparition de nouveaux genres qui ont commencé à peupler les écosystèmes, mais qu'est-ce qui a causé leur extinction? La réponse est choquante. Les changements climatiques abrupts à la fin de la période permienne ont entraîné des extinctions massives affectant jusqu'à 95% de toutes les espèces. Comment pouvez-vous imaginer cela? C'était un véritable cataclysme qui a changé le cours de l'évolution pour toujours. Sur fond de l'épanouissement de la vie, les écosystèmes devenaient de plus en plus tendus. L'eau commençait à disparaître et les forêts, autrefois verdoyantes, se desséchaient progressivement. Imaginez, des forêts où chaque épicéa atteignait la hauteur d'un gratte-ciel de 10 étages commençaient à mourir, remplacés par des paysages désertiques. Avec l'augmentation de la température jusqu'à 35 degrés Celsius, l'humidité de l'air chutait à des niveaux critiques, créant des conditions où de nombreuses espèces ne pouvaient pas survivre. Et lorsque l'écosystème était déjà au bord de l'effondrement, des changements catastrophiques dans la composition de l'atmosphère se produisaient. Le niveau de dioxyde de carbone atteignait 70%, renforçant l'effet de serre. Que se passe-t-il lorsque le dioxyde de carbone devient plus abondant que l'oxygène? La vie commence à suffoquer. Les océans devenaient acides, ce qui signifiait que les organismes marins, tels que les coraux et les mollusques, rencontraient des difficultés à former leurs coquilles calcaires. En même temps, lorsque la Terre était déjà menacée, les mers perdaient également leur biodiversité. Il est connu qu'à cette époque, plus de 85% de toutes les espèces marines ont disparu. Mais ce n'est pas tout. Les eaux intérieures commençaient à se tarir, et les rivières et lacs, autrefois abondants en vie, se transformaient en zones mortes. Comment ces changements peuvent-ils se produire si rapidement? La réponse réside dans les puissantes éruptions volcaniques qui se produisaient à cette époque. Ces éruptions projetaient des tonnes de cendres et de gaz dans l'atmosphère, bloquant la lumière solaire et provoquant des variations brusques de température. Mais ce n'était que la première vague de catastrophes. En conséquence de ces événements catastrophiques, un processus a commencé, qui sera plus tard connu sous le nom de Grande Extinction permienne. À cette époque, la Terre a connu le plus grand événement de masse de son histoire, affectant non seulement les écosystèmes terrestres, mais aussi marins. Et déjà quelques millions d'années plus tard, la vie sur la planète ressemblera complètement à ce qu'elle était avant, et de nouveaux types d'êtres vivants occuperont les niches libérées. Il est intéressant de noter que cette catastrophe marquera le début d'une nouvelle ère, où de nouveaux êtres vivants prendront le dessus sur la planète pendant les millions d'années à venir. Les trappes sibériennes constituent l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire de la Terre, dont on parle encore aujourd'hui dans les légendes. Ces gigantesques éruptions volcaniques, qui se sont produites sur le territoire actuel de la Sibérie, ont projeté dans l'atmosphère des volumes colossaux de lave, de cendres et de gaz toxiques. Imaginez, la surface des éruptions couvrait environ 1 million de kilomètres carrés, ce qui est comparable à la taille d'un pays entier. L'activité volcanique était si intense que dans certains endroits, l'épaisseur du flux de lave dépassait 3 kilomètres. Ce n'était pas simplement une éruption, mais une véritable catastrophe qui a duré plusieurs millions d'années. Mais ce n'est pas tout. En conséquence de ces processus, jusqu'à 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre ont été projetés dans l'atmosphère. Saviez-vous que le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a doublé par rapport à aujourd'hui? Sur la planète, une véritable catastrophe à effet de serre a commencé, entraînant une augmentation rapide de la température. Cela a créé des conditions dans lesquelles de nombreuses espèces ont disparu, tandis que d'autres ont évolué à une vitesse incroyable. Savez-vous que certaines recherches montrent que les trappes sibériennes pourraient avoir été le catalyseur de l'apparition des premiers mammifères? C'était une époque où la vie sur Terre a subi une sélection extrêmement rigoureuse, et seuls les types les plus adaptés ont pu survivre dans ces conditions. Mais, contre toute attente, c'est après ces changements catastrophiques que le règne des animaux et des plantes a commencé à dominer les nouveaux écosystèmes. Et voici la question. Comment ces changements ont-ils pu se produire si rapidement? En effet, l'activité volcanique n'a pas seulement produit de la lave, mais aussi d'énormes réserves de minéraux qui ont enrichi le sol, créant de nouvelles conditions pour la croissance de la flore.
De plus, les formes de vie disparues ont été remplacées par de nouveaux types qui se sont adaptés aux nouvelles conditions. Savez-vous ce qui est le plus choquant? Certaines recherches montrent que, au cours de l'évolution, sont apparus les premiers ancêtres des reptiles et même des mammifères actuels, qui domineront plus tard la planète. L'époque des trappes sibériennes n'est pas seulement celle des éruptions volcaniques, c'est une véritable ère qui a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de la Terre. Et si vous pensiez que c'était tout, attendez, il y a encore une découverte stupéfiante. Les scientifiques ont découvert que ces événements pourraient avoir été liés à des changements dans les courants océaniques, ce qui, à son tour, aurait pu influencer le climat de toute la planète. Le mécanisme de l'extinction permienne-triasique, qui a été la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre, était à la fois complexe et multifacteur. Imaginez que durant cette période, 97% de toutes les espèces marines et 75% des animaux terrestres ont péri. Comment cela a-t-il pu se produire? Tout d'abord, les principaux responsables étaient les éruptions volcaniques géantes dans la région de la Sibérie moderne, qui éjectaient avec une telle force que 33 millions de kilomètres cubes de lave et de gaz étaient projetés dans l'atmosphère. Ces éruptions ont entraîné une augmentation rapide du niveau de dioxyde de carbone, ce qui a à son tour provoqué un réchauffement global. La température sur la planète a augmenté de 8 degrés Celsius. Mais ce n'est pas tout. Les changements dans la composition chimique de l'atmosphère ont rendu les océans acides, ce qui a fortement affecté la vie marine. Savez-vous comment cela a affecté les écosystèmes? Environ 30% de tous les organismes marins n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions. Et voici ce qui est le plus choquant. En plus de l'activité volcanique, les scientifiques pensent que la collision de la Terre avec un grand météorite a également aggravé la situation, ajoutant encore plus de poussière et de débris dans l'atmosphère. Cela a conduit à ce que la lumière solaire ne puisse plus atteindre la surface, ce qui a entraîné un refroidissement brutal de la planète. Mais ce n'est pas tout. Dans des conditions de stress, les écosystèmes ont commencé à se désintégrer et de nombreux types n'ont pas pu survivre. De plus, ces changements ont duré des centaines de milliers d'années, rendant le rétablissement de la vie sur la planète un processus extrêmement difficile. Il est intéressant de noter que, après cette catastrophe, de nombreux nouveaux types sont apparus sur Terre, qui sont devenus les ancêtres des mammifères et des oiseaux modernes. Les scientifiques pensent que cet événement a ouvert la voie à une nouvelle étape de l'évolution. Savez-vous que certains chercheurs affirment que cette extinction pourrait avoir été un présage de futures catastrophes liées au changement climatique? L'effondrement terrifiant survenu à la fin du période permienne est l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre. Jusqu'à 86% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres ont disparu de la surface du globe. Ce n'était pas seulement une extinction massive, mais un véritable effondrement écologique qui a touché à la fois la faune et la flore. Par exemple, les récifs coralliens, qui étaient autrefois le domicile de nombreux organismes marins, ont presque disparu, laissant derrière eux des espaces déserts dans les océans. Savez-vous qu'à cette époque, des géants marins comme les plésiosaures et les ichthyosaures existaient et chassaient leurs congénères plus petits, mais qu'ils n'ont pas pu survivre dans les conditions de la catastrophe? L'état des océans est devenu critique. Un changement brutal de la température de l'eau, une intoxication par des substances toxiques et une pénurie d'oxygène ont conduit à la mort massive des animaux marins. Et maintenant, imaginez que l'extinction des vertébrés terrestres se déroulait tout aussi dramatiquement. Par exemple, les reptiles prédateurs comme les dinosaures, qui étaient au début de leur évolution, ont également été menacés. Les ancêtres directs des mammifères, qui auraient pu devenir dominants, ont été menacés d'extinction dans des conditions où les écosystèmes étaient en ruine. Si vous pensiez que l'extinction des espèces marines était la plus choquante, les scientifiques ont découvert que la catastrophe a également touché les petits organismes, comme les insectes. À cette époque, la composition de l'atmosphère a changé de telle manière que le niveau d'oxygène est tombé à un minimum critique, rendant la survie presque impossible pour la plupart des espèces. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont trouvé des preuves que cette extinction ne s'est pas produite instantanément, mais s'est étalée sur des dizaines de milliers d'années, aggravant encore la situation. Par exemple, certains types, comme les ammonites, ont lutté pour survivre, mais ont finalement disparu en raison du manque de ressources et des changements dans l'environnement. Et alors que l'on aurait pu penser que la vie sur Terre s'arrêtait complètement, une nouvelle ère a commencé. Vous ne le croirez pas, mais c'est à cette époque que les premiers mammifères sont apparus,
qui deviendront les ancêtres de tous les animaux modernes. Il est intéressant de noter que ces petits êtres ont réussi à s'adapter aux nouvelles conditions et à survivre dans un environnement où tout le reste est mort. Comment ont-ils fait cela? Le secret réside dans leur capacité à mener une vie nocturne et à se nourrir d'une variété d'aliments, ce qui leur donnait un avantage dans les conditions de pénurie de ressources. Dans les océans, des zones appelées zones mortes apparaissaient, où le niveau d'oxygène tombait à des valeurs extrêmement basses et la vie dans ces eaux devenait virtuellement inexistante. Ces zones occupaient d'énormes superficies, atteignant jusqu'à 30% des eaux océaniques, en raison de la décomposition massive de la matière organique, ce qui augmentait considérablement la consommation d'oxygène. Les scientifiques ont calculé que ce phénomène a entraîné l'extinction d'environ 95% de toutes les espèces marines. Mais ce n'est pas le plus choquant. À cette époque, des pluies acides s'abattèrent sur la Terre, se formant à cause de la libération de gaz carboniques et de composés sulfurés dans l'atmosphère. Ces pluies avaient un pH inférieur à 5, ce qui les rendait plus acides que le jus de citron, et brûlaient toute la végétation à la surface. Imaginez comment les forêts, autrefois pleines de vie, se transformaient en terres désertiques où la survie devenait impossible. Les scientifiques ont découvert des traces de ces pluies acides dans les couches de roches sédimentaires, où ils ont trouvé des concentrations élevées de barium et de soufre, indiquant des changements catastrophiques dans le climat. À cette époque, les écosystèmes ne pouvaient pas s'adapter à ces changements abrupts, et de nombreuses espèces, telles que les trilobites et certains types de coraux, étaient détruites en quelques décennies. En conséquence de cette crise écologique, des conditions se créaient dans les océans où la survie devenait possible uniquement pour les êtres les plus résistants. Les capacités à se reproduire rapidement et à s'adapter devenaient cruciales pour ceux qui restaient. Mais savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Certains des survivants, comme les ancêtres des requins modernes, ont non seulement survécu, mais ont également dominé les eaux qui étaient autrefois pleines de vie. Ces prédateurs marins, dotés de sens très développés, ont commencé à chasser activement leurs concurrents, modifiant ainsi l'équilibre dans les écosystèmes. L'atmosphère, comme les écosystèmes, a subi des changements radicaux lorsque la planète a été frappée par une extinction massive qui a affecté plus de 90% de toutes les espèces. À cette époque, la teneur en oxygène dans l'atmosphère a chuté brutalement à environ 10%, tandis que la concentration en dioxyde de carbone a atteint 30% de la composition totale. Imaginez ce que cela signifie de respirer un air où l'oxygène est moins présent que dans les conditions modernes, tout en ressentant l'absorption de dioxyde de carbone dans les poumons. Ces changements étaient causés par des éruptions volcaniques à grande échelle dans une région appelée les trappes sibériennes. Ces volcans n'ont pas seulement émis de la lave, mais aussi d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de gaz sulfurique, créant un effet de serre et contribuant au réchauffement climatique global. Mais ce n'est pas tout. Ces conditions ont conduit à la formation de pluies toxiques qui brûlaient la végétation et détruisaient de nombreux écosystèmes. Puisque le niveau d'oxygène continuait de baisser, les grands animaux ont commencé à éprouver de sérieuses difficultés à respirer. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certaines espèces, comme les petits mammifères et les reptiles, ont réussi à survivre dans ces conditions de faible teneur en oxygène. Ces organismes ont commencé à s'adapter, et cela a formé la base des futurs écosystèmes. En conséquence, malgré les conditions catastrophiques, la vie sur Terre a commencé à trouver des moyens de se rétablir, ce qui a conduit à l'essor des dinosaures. Mais si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, attendez, car il y a encore plus intéressant. L'oxygène de carbone est apparu dans l'atmosphère, contribuant au développement de nouvelles formes de vie, comme les premières plantes à fleurs. Ces plantes ont transformé le visage de la planète et sont devenues la base des écosystèmes que nous connaissons aujourd'hui. La survie après l'extinction permienne-triassique est devenue un véritable miracle de la nature. Seulement quelques dizaines d'espèces ont pu s'adapter aux nouvelles conditions. Imaginez des petits mammifères, de la taille d'une souris, se frayant un chemin à travers des terres calcinées où régnaient autrefois de gigantesques reptiles. Ils ont commencé à se développer dans des conditions où la concurrence était minimale, ce qui leur a donné une chance d'évoluer vers des formes de vie plus grandes. Savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Ces créatures ont évolué en ancêtres des premiers primates qui apparaîtront des millions d'années plus tard. Les petits reptiles, quant à eux, ont commencé à occuper des niches qui étaient autrefois occupées par les dinosaures,
et ils sont rapidement devenus la base d'un nouveau groupe de reptiles, connu sous le nom d'archosaures. Ce processus d'adaptation s'est déroulé rapidement. En seulement quelques millions d'années, ils sont devenus dominants dans les écosystèmes. Mais ce n'est pas tout. À cette époque, d'autres organismes fascinants ont également fait leur apparition, comme les premiers crocodiles anciens, dotés de puissantes mâchoires et capables de chasser des proies plus grandes. Ils sont devenus de plus en plus diversifiés, y compris des formes capables de se déplacer à la fois sur Terre et dans l'eau. Imaginez une planète où la lutte pour la survie était féroce, et où les ancêtres des mammifères modernes et des dinosaures évoluaient simultanément. Comment ont-ils pu coexister? La réponse réside dans leurs différences. Les mammifères sont restés petits et nocturnes, tandis que les dinosaures dominaient la lumière du jour. Mais vous ne croirez pas les merveilles qui les attendaient. Parmi ces mammifères, certains ont pu évoluer en véritables géants, dépassant en évolution leurs concurrents reptiliens. Imaginez des formes plus grandes qui chasseront les dinosaures. Et cela se produira en seulement quelques millions d'années. Mais ce n'est pas tout. Les mammifères survivants ont développé la capacité à être à sang chaud, ce qui leur a donné un avantage significatif dans la lutte pour la survie. Pendant que les dinosaures étaient confrontés à des changements climatiques, ces mammifères s'adaptaient aux nouvelles conditions, ce qui a conduit à une explosion de diversité des formes de vie. La vie sur Terre a continué à évoluer, et sur l'horizon, de nouveaux types d'organismes apparaissaient, qui allaient définir l'apparence de la planète pendant des millions d'années, y compris des formes comme les mammifères bipèdes qui commenceront à conquérir la Terre et le ciel. Le grand extinction Permien-Triassique a été une catastrophe qui a entraîné la mort de 95% de toutes les espèces sur la planète. Imaginez que les écosystèmes de la Terre se sont réinitialisés, comme un ordinateur, et que de nouvelles opportunités pour la vie sont apparues à leur place. La destruction des organismes marins et terrestres a ouvert la voie à divers groupes d'animaux qui étaient previously dans l'ombre des espèces plus grandes et dominantes. Par exemple, les premiers reptiles, qui ont commencé à occuper les vides dans les écosystèmes, étaient de petits mais agiles animaux qui chassaient les insectes et les petits invertébrés. Ce sont les ancêtres des lézards et des serpents modernes qui utilisèrent leur vitesse et leur capacité à se camoufler pour éviter les prédateurs. Mais ce n'est pas tout. La période triassique a été une véritable époque d'expérimentation avec les formes de vie. Parmi les espèces les plus choquantes, il y avait les archosaures, qui se sont développés en grands prédateurs capables de chasser d'autres mammifères. Saviez-vous que c'est à cette époque que sont apparus les premiers dinosaures, dont les tailles variaient de plus d'1 mètre à des géants de 20 mètres de long? Ces créatures ont commencé à dominer, utilisant leurs dents acérées et leurs membres puissants pour la chasse. Et maintenant, imaginez que, en même temps, des reptiles à dents de sabre existaient sur Terre, atteignant la taille des crocodiles modernes, mais avec des mâchoires plus puissantes et une stratégie de chasse plus subtile. C'est incroyable, mais c'est dans ces conditions que sont apparus les ancêtres des premiers mammifères qui ont commencé à coloniser de nouvelles niches écologiques. Ces mammifères, bien qu'ils fussent petits, possédaient des capacités d'adaptation uniques, leur permettant de survivre dans des conditions difficiles. Savez-vous ce qui est encore plus intriguant? À cette époque, le climat de la planète a commencé à changer, et la température a commencé à fluctuer, créant des conditions uniques pour l'émergence de nouveaux écosystèmes. Des forêts verdoyantes et des plans d'eau diversifiés sont devenus le foyer de nouveaux groupes d'animaux qui n'avaient pas de chance de survie auparavant. Pour la première fois, des mammifères de la taille d'un chat sont apparus, utilisant leurs capacités intellectuelles pour rechercher de la nourriture et se protéger des prédateurs. Leur cerveau a commencé à augmenter de taille, permettant le développement de comportements plus complexes. Et le plus fascinant, par le biais de la sélection naturelle, les mammifères ont commencé à évoluer en divers groupes, y compris ceux qui domineraient la planète à l'avenir. Le changement climatique et les écosystèmes ont créé des conditions idéales pour l'apparition de espèces qui détermineraient l'aspect de la Terre pendant des millions d'années, parmi lesquelles se trouvent les ancêtres des primates modernes. Le Permien-Triasien a été un véritable cataclysme pour les écosystèmes de la Terre. Environ 90% de toutes les espèces d'animaux et de plantes ont disparu. Cet événement a ouvert la voie à de nouvelles formes de vie qui ont pu occuper les niches vacantes. Les reptiles, qui étaient jusqu'alors simplement un groupe parmi d'autres animaux, ont commencé à se développer rapidement. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? À cette époque, le climat de la planète a changé,
devenant plus sec et plus chaud, créant des conditions idéales pour le développement des reptiles. Leurs ancêtres, de petits lézards, ont commencé à évoluer en devenant plus grands et mieux adaptés aux nouveaux environnements. Par exemple, certains d'entre eux sont devenus aussi grands que les crocodiles modernes et ont commencé à chasser les animaux qui avaient survécu. Ces reptiles ne se sont pas seulement adaptés, mais sont devenus le groupe dominant sur la planète. Imaginez, c'est à cette époque que les premiers dinosaures apparaissent, qui deviendront, des millions d'années plus tard, le symbole de la Terre préhistorique. Leur taille est impressionnante. Certaines espèces atteignaient jusqu'à 30 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Au cours du Trias, quelques millions d'années après l'extinction, non seulement les dinosaures ont fait leur apparition, mais aussi d'autres reptiles, tels que les ancêtres des mammifères modernes. Ils ont commencé à coloniser de nouveaux écosystèmes, occupant toutes les niches écologiques disponibles. À la même époque, le premier des ptérosaures, des reptiles volants avec une envergure de 7 mètres, a fait son apparition. Ces créatures ont conquis le ciel, chassant de petits animaux et des insectes, ce qui a été un autre pas dans l'évolution des reptiles. Mais ce qui est encore plus choquant, certains reptiles ont commencé à développer des adaptations spéciales, comme de puissantes pattes et des dents acérées, pour faire face aux nouveaux défis. Cette période a été une véritable arène pour les expériences de la nature, où la survie des plus forts a conduit à l'apparition des formes de vie les plus inhabituelles. Les reptiles qui ont survécu dans les conditions post-apocalyptiques ont créé une nouvelle diversité d'espèces qui ont transformé à jamais le visage de la planète. Et dans ce nouveau monde, les reptiles ont commencé à coloniser tous les continents, laissant leur empreinte dans l'histoire de la Terre. Tant que des ptérodactyles géants régnaient sur la planète, à la même époque, sur la Terre, les archosaures, un groupe de reptiles, ont commencé à se développer. Ces créatures étaient dotées de membres puissants et d'une structure crânienne unique, leur permettant de chasser des proies de la taille d'un cerf moderne. Les archosaures pouvaient atteindre une longueur de 6 mètres et peser plus d'une tonne. Ils occupaient diverses niches écologiques, allant des prédateurs aux herbivores, et c'est dans cette diversité que résidait leur force. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les archosaures possédaient une particularité qui leur permettait de survivre dans les conditions les plus défavorables. Ils pouvaient s'adapter aux changements climatiques. Cela leur permettait d'accéder aux ressources lorsque d'autres espèces disparaissaient. Certains archosaures ont développé des poumons plus efficaces que ceux de leurs ancêtres, ce qui leur permettait de respirer un air plus pur et d'atteindre de grandes tailles. Imaginez maintenant que, à la même période, la Terre était couverte de forêts remplies de fougères géantes et d'arbres résineux, où les archosaures pouvaient se cacher des prédateurs et chasser leurs proies. Ces forêts étaient de véritables jungles, chaque arbre atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, et sous leur frondaison, un silence troublé seulement par le bruissement des myriapodes de la longueur d'une batte de baseball. Mais ce n'est pas tout. Les archosaures ont commencé à développer un comportement social, se regroupant en troupeaux pour chasser et se protéger des prédateurs. Leur capacité à travailler en équipe a été un véritable tournant dans l'évolution. Si vous pensiez que ce groupe de reptiles n'était qu'un précurseur des dinosaures, vous serez surpris. Les archosaures sont devenus la base de l'apparition des formes de vie les plus diverses que nous connaissons aujourd'hui. Cette époque a été le théâtre de l'apparition de nouvelles espèces qui, par la suite, domineront la planète. Et c'est dans ce monde où certains archosaures chassaient d'autres que les premiers dinosaures ont commencé à apparaître, pour devenir, des millions d'années plus tard, des géants de leur temps. Imaginez ces créatures, comme le Tricératops, avec ses 3 cornes et son bouclier massif, commençant à conquérir leur place dans cet complexe écosystème. Leur taille pouvait atteindre 7 mètres de long et leur poids dépasser une tonne. Ce étaient de véritables titans, qui non seulement survivaient, mais prospéraient dans des conditions où d'autres espèces disparaissaient. Après la catastrophe du Permien-Trias, où 90% des espèces ont disparu, la Terre a dû faire face à une tâche unique: comment repeupler les écosystèmes dévastés. À cette époque, une nouvelle ère a commencé, où le Trias est devenu le théâtre d'une incroyable diversité de vie. Imaginez un monde où les écosystèmes, autrefois pleins de vie, ont commencé à se rétablir lentement, et où de nouvelles formes de vie ont émergé dans ce processus. Les premiers pas vers la restauration des écosystèmes ont été réalisés par de petites, mais opiniâtres espèces, qui ont réussi à s'adapter aux nouvelles conditions. Par exemple, c'est à cette époque que les petits mammifères et leurs ancêtres ont commencé à dominer,
survivant à l'ombre des géants reptiles. Ils étaient de la taille d'un rongeur moderne et ont commencé à occuper les niches vides laissées par l'extinction. Mais ce n'est que le début. À cette époque, les premiers dinosaures ont commencé à apparaître sur Terre, et parmi eux, des protérosaures qui pouvaient atteindre 3 mètres de long et survivre grâce à leur agilité et leur vitesse. Leur écosystème changeait de manière incroyablement rapide. Des lézards rampaient dans les forêts, et les premiers ptérosaures aux ailes d'1 mètre de large planaient dans le ciel. Tandis que certaines espèces continuaient à évoluer, d'autres faisaient face à de nouveaux défis, et leur survie dépendait de leur capacité à s'adapter aux conditions. Savez-vous ce qui est fascinant? Certains de ces premiers dinosaures ont commencé à développer des structures sociales, formant de petits groupes, ce qui leur permettait de mieux chasser et se protéger des prédateurs. À cette époque, en parallèle à ces changements, les premiers herbivores ont apparu, comme le Dilophosaurus, qui pouvait atteindre 7 mètres de long et était équipé de dents acérées pour se nourrir de végétation dure. Mais ce n'est pas tout. En même temps, les écosystèmes se couvraient de végétation qui était 2 fois plus haute que celle que nous voyons aujourd'hui. Imaginez des arbres atteignant 30 mètres de hauteur, créant des forêts denses pleines de vie et de sons. Ces forêts étaient le domicile de nombreux insectes dont les tailles défiaient l'imagination. Certains atteignaient la taille d'un point humain. À cette époque, la diversité des formes de vie continuait à croître, et chaque niche de l'écosystème était occupée par ses habitants. Et ce qui est encore plus stupéfiant, ces nouvelles formes de vie ont joué un rôle clé dans la formation de la biodiversité actuelle que nous connaissons aujourd'hui. Chaque jour sur la planète, des changements incroyables se produisaient. Et lorsque nous regardons comment tout cela s'est développé, il devient clair que la nature trouve toujours un moyen de se rétablir, même après les plus horribles catastrophes. Ces plantes géantes, si puissantes et variées, ont formé la base des premiers écosystèmes terrestres, qui ont à leur tour créé des conditions idéales pour l'apparition de nouvelles espèces. Imaginez ces arbres immenses, atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, créant des ombres et des microclimats humides propices à la croissance de diverses formes de vie. Dans ces conditions, se sont formés les premiers herbivores, qui, en se nourrissant de la végétation, ont commencé à développer leur corps, augmentant leur taille et s'adaptant à de nouveaux défis. Et c'est ici que commence vraiment l'incroyable. Certains de ces herbivores atteignaient la taille des rhinocéros modernes. Grâce à eux, une nouvelle ère a commencé, où les plantes ne dominaient plus seules, mais où de grands animaux ont également pris le dessus. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? C'est précisément dans ces forêts denses que vivaient les premiers ancêtres des reptiles qui ont évolué lentement en dinosaures. Sans ces formes de vie géantes qui expérimentaient avec les tailles et les formes, la prochaine ère des reptiles aurait été impossible. Ces écosystèmes sont devenus de véritables incubateurs pour l'évolution, créant des conditions où la survie dépendait de l'adaptation et de la concurrence. Parfois, des catastrophes survenaient, mais, comme l'histoire le montre, elles ouvraient de nouvelles possibilités. La première grande catastrophe, connue sous le nom de l'extinction Permien-Triassique, a détruit presque 90% de toutes les espèces, mais a laissé en vie celles qui pouvaient survivre dans les nouvelles conditions. C'était comme une réinitialisation, après laquelle de nouvelles formes de vie ont dominé. Ainsi, dans ces nouvelles conditions, les dinosaures ont commencé à se développer et ont rapidement pris leur place dans l'écosystème. Chacun d'eux, des plus petits aux plus grands, était le résultat de millions d'années d'évolution, transformant complètement l'apparence de la planète. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Ces reptiles, qui ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années, étaient les descendants directs de ces premiers êtres qui ont survécu à la catastrophe. Sans cette période où la nature expérimentait avec les tailles et les formes de vie, nous n'aurions jamais vu ces créatures extraordinaires qui sont devenues les symboles de l'époque préhistorique.